Ma belle-mère a 62 ans et est paralysée depuis 4 ans. Soudain, son ventre a gonflé comme si elle était enceinte de 8 mois. Mon mari a installé une caméra cachée, et ce qu'il a découvert l'a laissé sans voix. En cette fin d'après-midi, je rentrais tout juste du marché. Je tenais encore dans mes mains 2 sacs de légumes et un peu de viande pour une daube provençale. En entrant dans la chambre de ma belle-mère, maman Marguerite, j'ai eu l'impression que mon cœur s'écrasait au sol. À 62 ans, paralysée depuis 4 ans, maman Marguerite était allongée sur le côté dans son lit. Une épaisse couverture recouvrait son abdomen. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas son visage habituellement pâle, mais son ventre, anormalement gonflé et proéminent. On aurait dit qu'elle était sur le point d'accoucher. Pendant quelques secondes, je suis restée pétrifiée. Je croyais avoir une hallucination. Je me suis même pincé le bras pour m'en assurer. Ce n'était pas une hallucination. Depuis 4 ans, c'est moi qui la lavais, la changeais et la massais. Je connaissais chaque courbe, chaque détail de son corps. Ce ventre n'avait rien de normal. J'ai laissé tomber les sacs par terre, je suis sortie en courant et j'ai crié à plein poumon « Benoît, viens vite !» Mon mari est accouru de la terrasse. Avant même qu'il ne puisse demander ce qui n'allait pas, il s'est figé en voyant sa mère. Il s'est approché lentement, la voix étranglée. C'est impossible. Maman est paralysée depuis 4 ans. Comment son ventre pourrait-il être aussi gros? J'ai vu sa main trembler lorsqu'il a soulevé la couverture pour mieux voir, et son visage est devenu livide. L'air dans la pièce est soudain devenu étouffant. Seul le grincement du ventilateur de plafond et la respiration difficile de maman Marguerite se faisaient entendre. C'est à ce moment précis que mon beau-père, Jean-Pierre, est entré depuis le jardin. Il a jeté un bref coup d'œil, puis a froncé les sourcils. Sa voix était sèche. Une vieille femme, un gros ventre, qu'y a-t-il d'étrange à cela? Vous vous comportez comme si quelqu'un était mort. Je l'ai regardé, m'attendant à un peu d'inquiétude, un peu de panique de la part d'un mari qui vivait avec elle depuis des décennies, mais rien. Son visage était indifférent et froid, voire agacé par tout ce remue-ménage. C'est cette froideur qui m'a plus effrayée que ce ventre étrange. Benoît a réagi sur le champ. J'emmène maman à l'hôpital tout de suite. Ce n'est pas normal. Mais Jean-Pierre a balayé l'idée d'un geste de la main, la voix ferme. L'hôpital coûte cher. J'ai déjà appelé un naturopathe. Il a dit que c'est juste de la rétention d'eau. Elle boira une tisane pendant quelques jours et ça dégonflera. En entendant le mot « rétention d'eau », mon cœur s'est serré. Si ce n'est que ça, pourquoi respire-t-elle si difficilement? Pourquoi son ventre est-il dur comme de la pierre? Je me suis penchée près du lit et j'ai vu, sur le coin de la table de chevet, un bol de bouillie encore tiède et une fiole en verre sombre, sans étiquette, contenant un liquide à base de plantes. Une fine poudre blanche adhérait au bouchon de la fiole. Un frisson m'a parcouru l'échine. Ma belle-mère a gémi doucement. Le coin de ses lèvres était bleuâtre. De sa main fine et tremblante, elle a cherché le bord de mon vêtement. Je me suis penchée plus près. J'ai vu ses yeux rougis me supplier du regard. Elle a essayé d'ouvrir la bouche, mais n'a pu émettre que des murmures inintelligibles. Son regard semblait vouloir me dire quelque chose, comme pour m'avertir de ne pas faire confiance à quelqu'un. Je lui ai serré la main. Ma gorge était nouée. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler une ambulance, mais Jean-Pierre m'a hurlé dessus. « Tu n'es que la belle-fille. Ne sois pas impertinente. Dans cette maison, c'est moi qui décide. J'ai dit qu'on n'allait nulle part, alors on n'ira nulle part. » Cette phrase a eu l'effet d'une gifle. Je suis restée silencieuse quelques secondes, essayant de me maîtriser. Benoît a regardé son père, puis moi. Son regard était partagé entre le devoir filial et l'inquiétude pour sa mère. Dehors, des chuchotements provenaient de l'autre côté de la clôture. Les voisins avaient entendu le bruit et commençaient à être curieux. J'ai clairement entendu quelqu'un murmurer « Mon Dieu !» Le ventre de Marguerite est aussi gros que celui d'une femme enceinte. Mon visage brûlait de honte. Non pas que l'on parle de moi, mais que ma belle-mère soit tournée en dérision. Une femme de 62 ans, paralysée depuis 4 ans, devant subir une telle humiliation. J'ai reculé vers le lit et j'ai remonté la couverture sur son ventre, comme pour dissimuler les ragots du voisinage. Benoît s'est penché sur elle, lui a touché le front, la voix brisée. « Maman, où as-tu mal ?» Maman Marguerite a seulement gémi doucement. Sa respiration devenait de plus en plus difficile. Jean-Pierre était toujours là, les bras croisés, l'air acariâtre. « Je vous ai déjà dit qu'il n'y a rien de grave. N'en faites pas trop. » Je l'ai longuement observé. Dans ses yeux, aucune trace d'inquiétude, seulement de l'agacement. Et à cet instant, un soupçon léger mais bien réel s'est éveillé en moi. Je me suis penchée, j'ai serré la main de ma belle-mère,
Puis j'ai murmuré à l'oreille de Benoît, assez bas pour que lui seul entende. Quelque chose ne va vraiment pas, Benoît. Ce n'est pas une simple maladie. Fais-moi confiance. Nous devons découvrir ce qui se passe nous-mêmes. Benoît m'a regardé. Ses yeux étaient troublés, mais déterminés. Et à partir de cet instant, j'ai su qu'une tempête, comme personne ne s'y attendait, allait s'abattre sur cette maison. J'ai entraîné Benoît dans l'arrière-cuisine, où le bourdonnement du réfrigérateur et le goutte du robinet couvraient quelque peu nos voix. Je ne voulais pas que ma belle-mère entende nos soupçons, et encore moins les voisins curieux. L'atmosphère dans la maison était tendue à l'extrême. Benoît s'est appuyé contre le comptoir. Ses yeux étaient rouges, sa voix tremblait encore. « Tu crois vraiment qu'il y a un problème avec mon père ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans répondre immédiatement. Il y a des choses qui, une fois dites, sonnent comme des accusations, mais qui, si on les tait, deviennent une trahison envers sa mère. J'ai seulement dit lentement. Je n'ose accuser personne, mais je suis sûre d'une chose. Le ventre de ta mère n'a pas pu enfler comme ça, tout d'un coup. Ma belle-mère avait eu un AVC il y a 4 ans. Ce jour-là, elle était encore en parfaite santé. Le matin, elle avait arrosé ses fleurs. À midi, elle avait préparé le déjeuner. C'est après un simple vertige qu'elle s'est effondrée, la moitié de son corps paralysé. L'hôpital avait diagnostiqué l'AVC, et depuis, elle était clouée au lit. Au début, Jean-Pierre s'occupait beaucoup d'elle. Courait chez les médecins, réglait les factures d'hôpital. Mais après quelques mois, j'ai vu un changement en lui. Il est devenu irritable, criait souvent et regardait sa femme comme un fardeau. Une fois, je l'ai entendu marmonner une phrase qui me hante encore aujourd'hui. « Si ça continue comme ça, qui va pouvoir le supporter ?» À l'époque, j'ai cru qu'il était simplement fatigué. Je me suis consolée en me disant que c'était normal pour un homme âgé et stressé. Mais avec le temps, sa voix est devenue de plus en plus froide. Je ne suis que sa belle-fille, pas sa fille de sang, mais ces 4 dernières années, c'est moi qui me suis le plus occupée d'elle. Je la lavais, la changeais et lui massais les mains et les pieds tous les soirs. Je savais exactement comment son corps changeait. Je savais où une nouvelle callosité apparaissait sur son talon. Je savais quand elle se sentait mal à cause de douleurs articulaires ou de ballonnements. Et c'est précisément pour cela que j'étais incapable d'accepter que son ventre gonfle soudainement comme un ballon. Elle était mince auparavant. Sa peau s'était un peu relâchée avec l'âge, mais son ventre n'avait jamais été aussi dur et saillant. J'ai déjà soigné des malades. Je sais à quoi ressemble un gonflement dû à la rétention d'eau. Mais si c'était le cas, pourquoi le cacher? Pourquoi ne pas l'emmener à l'hôpital dès l'apparition des symptômes? Au lieu de cela, Jean-Pierre a réagi comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Benoît est un homme bon. Je l'ai épousé parce qu'il aime sa mère et sa femme. Il ne boit pas, ne joue pas aux cartes, mais sa bonté est parfois une faiblesse. Il craignait la colère de son père. Chaque fois que Jean-Pierre élevait la voix, Benoît se taisait généralement et cédait. Il disait souvent « Mon père est vieux, pourquoi s'opposer à lui ?» Mais je savais qu'il y a des problèmes qui ne font que s'aggraver si on les ignore, surtout quand sa propre mère est en jeu. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai raconté à Benoît tout ce que j'observais depuis longtemps, mais que je gardais pour moi. Dernièrement, Jean-Pierre ramenait souvent à la maison des liquides dans des bouteilles sans étiquette. Il disait que c'était d'un ami, pour la rendre plus forte et calmer ses douleurs. Il ne me laissait pas y toucher, et ne laissait pas Benoît poser de questions. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, il me coupait net. « C'est un cadeau. Qu'est-ce que tu y connais ?» Une fois, je l'ai vu verser une poudre blanche dans sa nourriture. Il a dit que c'était des vitamines. Puis il a lui-même apporté le plat dans la chambre de ma belle-mère. Je lui ai proposé de le faire. Il a repoussé ma main. « Pas besoin, je m'en occupe. » La phrase semblait banale, mais venant d'un homme qui faisait la tête à sa femme malade tous les jours, elle sonnait soudainement très étrange. J'ai aussi entendu Jean-Pierre sortir la nuit. Pas pour boire une bière avec les voisins comme avant, mais en secret. Il partait vite et rentrait très tard. Un soir, alors que j'étendais le linge dans le jardin, je l'ai entendu téléphoner au fond du potager. Sa voix était basse. « C'est clair. Attends encore un peu. Ce sera bientôt fini. » J'étais pétrifiée, mon cœur battait la chamade. Mais quand je me suis approchée, il a immédiatement raccroché, s'est tourné vers moi et m'a demandé sèchement « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai fait comme si je n'avais rien entendu. Je venais juste chercher des pinces à linge. Il m'a scruté pendant quelques secondes, comme pour me sonder, avant de rentrer dans la maison. Depuis, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un coin sombre dans cette maison que je ne connaîtrais jamais. Une autre fois, le téléphone fixe a sonné puis s'est arrêté.
J'ai vu par hasard l'appel manqué. Le nom était Claudia. J'ai essayé de me souvenir de qui il pouvait s'agir, mais il n'y avait pas de parente nommée Claudia dans la famille de mon mari. Au dîner, j'ai demandé nonchalamment « Beau papa, quelqu'un a cherché à te joindre sur le fixe cet après-midi, une certaine Claudia. » C'est qui? Jean-Pierre a posé bruyamment sa cuillère. Il ne m'a pas regardé, mais sa voix était menaçante. Ce sont des affaires d'adultes, pas besoin de poser de questions. Le silence s'est immédiatement fait à table. Benoît a voulu dire quelque chose, mais s'est ravisé, a baissé la tête et a continué à manger. Je n'ai plus posé de questions, mais à cause de sa réponse, le nom Claudia était comme une épine dans ma gorge. Le point culminant est arrivé un jour où, en passant devant la chambre de Jean-Pierre, je l'ai vu tenir une liasse de documents. Il marmonnait rapidement pour lui-même. Il faut que ce soit transféré à mon nom au plus vite. C'est la seule façon d'être tranquille. Avant que je ne puisse comprendre ce qu'il voulait transférer, il a attrapé les papiers et les a jetés dans un tiroir en me foudroyant du regard. « Qu'est-ce que tu regardes ?» J'ai esquissé un sourire gêné et j'ai dit « Je venais juste chercher une serviette, mais mon cœur était inquiet. De quel transfert pouvait-il s'agir? Qu'il fallait gérer comme un voleur? Et pourquoi maintenant, alors que ma belle-mère est gravement malade et que son ventre est gonflé? » J'ai regardé Benoît et j'ai dit doucement mais fermement « Réfléchis, Benoît. Si ton père était innocent, il serait le premier à appeler l'ambulance en panique. Mais il a peur de l'hôpital. On a peur de l'hôpital que si l'on craint que quelque chose ne soit découvert. » Benoît a serré les poings. Sa gorge était nouée. Il est resté silencieux un long moment, puis a dit d'une voix rauque « Je ne veux pas le croire, mais je ne peux pas fermer les yeux sur ça. » J'ai hoché la tête, ressentant à la fois de la douleur et un froid glacial. Soupçonner son propre beau-père est quelque chose qu'aucune belle-fille ne souhaite. Mais les indices s'accumulaient, et ils pointaient tous dans la même direction. Benoît s'est approché de la porte de la cuisine et a regardé vers la chambre de sa mère, d'où l'on entendait encore sa faible respiration. Il s'est retourné, sa voix semblait s'arracher de sa poitrine. « Très bien. Si papa ne nous le dit pas, nous le découvrirons nous-mêmes. » Puis il a sorti son téléphone et a commencé à écrire à un ami qui travaillait dans l'électronique. J'ai tout de suite compris ce qu'il allait faire. Installer une caméra. Non pas pour satisfaire notre paranoïa, mais pour sauver sa mère, alors que toutes les voies de communication étaient bloquées. J'ai simplement répondu par une phrase prononcée à voix basse mais ferme. « Fais-le, Benoît. Mais sois très prudent. Une seule erreur, et nous pourrions tout perdre. » Le lendemain matin, Benoît a annoncé à son père qu'il devait partir pour un travail urgent. Il ne rentrerait probablement que tard le soir. J'étais à ses côtés, hochant la tête comme d'habitude, essayant de paraître la plus calme possible. Intérieurement, j'avais l'impression d'être sur la corde raide. Un seul soupir aurait pu tout faire basculer. Jean-Pierre nous a regardés un instant. Son regard semblait transpercer notre peau. Puis il a grogné. « Vas-y, mais ne me mets pas le bazar ici. » J'ai baissé la tête. « D'accord. » Mais dans ma tête, une seule pensée tournait. S'il a vraiment quelque chose à se reprocher, il sera très sensible au moindre changement. Nous devions donc nous comporter le plus naturellement possible. Dans l'après-midi, l'ami de Benoît est arrivé avec une très petite microcaméra, du genre qui se fixe avec un aimant et qui ressemble à une tête de chargeur de téléphone. Benoît m'a demandé de monter la garde dans la cuisine pendant qu'il se glissait dans la chambre de sa mère, sous prétexte d'aller voir comment elle allait. J'ai entendu ses pas légers. Puis la porte se refermait doucement. Il est ressorti quelques minutes plus tard, les mains dans les poches de son pantalon. Il m'a rassuré du regard. C'est fait. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. J'ai juste hoché la tête. Il avait placé la caméra dans un coin discret, mais positionné de manière à voir la table de chevet, le bol de bouillie, le verre et la main qui donnait la nourriture. Et le plus important, la caméra avait une vue sur une partie du lit et de la couverture, au-dessus du ventre. Assez pour voir tout mouvement anormal. En début de soirée, j'ai continué à cuisiner. J'ai servi mon beau-père de la même manière. J'ai échangé quelques mots avec ma belle-mère, comme tous les autres jours. Le plus difficile était de ne pas laisser ma main trembler en lui tendant l'assiette, et de ne pas laisser ma voix flancher en disant « Oui, bon appétit, Jean-Pierre ». Jean-Pierre a mangé très vite. Quand il a eu fini, il a posé sa cuillère, est entré dans la chambre de maman Marguerite et a fermé la porte derrière lui. Je suis restée dehors, me répétant de rester calme. Dans ces moments-là, on peut facilement faire des choses irréfléchies, et l'irréflexion ne fait que jouer en faveur de l'ennemi. Cette nuit-là, Benoît est rentré plus tôt que prévu. Il a fait comme s'il était épuisé. Il a mangé un peu, puis a dit
Débarrasse vite, Anne. Je veux me coucher tôt. Demain je dois partir à l'aube. Jean-Pierre lui a jeté un regard. Il semblait satisfait de voir son fils obéissant. Puis il est lui aussi allé dans sa chambre. Les lumières de la maison se sont éteintes plus tôt que d'habitude. De l'extérieur, tout semblait aussi paisible que n'importe quelle autre nuit, mais à l'intérieur, l'attente était suffocante. Benoît et moi étions allongés l'un à côté de l'autre, les yeux fermés, mais incapables de dormir. Ce n'est qu'une fois la maison complètement silencieuse que Benoît a sorti son téléphone et a ouvert l'application de la caméra. La lumière bleutée de l'écran éclairait son visage, et le visage habituellement amical de Benoît était maintenant infiniment tendu. Je me suis assise, adossée à la tête de lit, et j'ai couvert la lumière avec la couverture pour qu'elle ne filtre pas à l'extérieur. Benoît a mis le volume au plus bas. Nous fixions l'écran comme si nous regardions dans un puits sombre. Dehors, chaque grincement de branches, chaque courant d'air s'infiltrant par la fente de la fenêtre nous faisait sursauter. J'entendais mon propre cœur battre dans ma tête. Je me répétais sans cesse. Ne te fais pas d'illusions, ne te rassure pas, affronte la vérité, aussi terrible soit-elle. Vers l'aube, alors que je pensais que cette nuit se terminerait sans incident, la porte de la chambre de ma belle-mère s'est soudainement ouverte. Sur l'écran, l'ombre de Jean-Pierre est apparue. Il marchait très lentement. Dans sa main, un bol de bouillie et un petit paquet en papier blanc. Il a posé le bol sur la table, puis s'est penché et a déplié le paquet. J'ai vu clairement chacun de ses mouvements lents, comme s'il y était habitué. Il a versé la poudre dans le bol, la mélangeant si soigneusement que la surface est devenue complètement lisse, puis il s'est arrêté et a regardé autour de lui, comme s'il craignait d'être observé. Ce seul petit détail m'a donné la chair de poule. Un homme innocent ne mélange pas de la bouillie comme s'il y mélangeait ses propres péchés. Jean-Pierre a tiré une chaise et s'est assis près du lit. Ma belle-mère était allongée, les yeux à moitié ouverts, hagards. Elle a regardé son mari, ses lèvres ont bougé comme si elle voulait se détourner. Jean-Pierre s'est penché jusqu'à son oreille. Sa voix était basse, mais le micro de la caméra l'a capté clairement. Chaque mot tombait comme une pierre. « Mange ça. Si tu vis plus longtemps, ce sera plus difficile pour moi. » En entendant cela, mes mains sont devenues moites. Ma gorge s'est nouée. Il y avait quelque chose dans cette phrase qui était plus qu'une simple colère passagère. Cela ressemblait plutôt à une confession. Une saleté qu'il prononçait avec une telle aisance, comme s'il y avait pensé 1000 fois. Ma belle-mère a essayé de tourner la tête. Ses larmes trempaient l'oreiller. Jean-Pierre tenait toujours le bol dans sa main. Sa voix était impérieuse. « Avale !» j'ai dit. « Avale !» Maman Marguerite a secoué la tête. Ses lèvres tremblaient. L'homme a posé le bol, a saisi le menton de sa femme, a tourné son visage vers lui, et, cuillère après cuillère, l'a forcé à manger. Maman Marguerite s'étouffait et toussait. La bouillie coulait au coin de sa bouche. J'aurais voulu me précipiter dehors immédiatement, mais mes pieds étaient cloués au sol. À côté de moi, Benoît a bondi, les yeux injectés de sang, les poings déjà serrés. Il voulait se ruer vers la porte, mais je l'ai attrapé par le poignet, et j'ai chuchoté en me mordant les lèvres. « Non. Si tu y vas maintenant, il niera tout. Il fera disparaître les preuves. Ta mère est en danger. Nous devons le prendre en flagrant délit. » Benoît a serré si fort la mâchoire qu'il a failli saigner, mais il m'a écouté. Il n'était pas lâche, il ravalait juste sa colère pour sauver la mère qu'il voyait à l'écran. Après avoir fini de la nourrir, Jean-Pierre a pris un chiffon et a essuyé la bouche de sa femme avec une minutie qui semblait viser à effacer les traces. Puis il s'est levé et a attrapé la couverture. La scène m'a glacé le sang. Il a soulevé la couverture, a regardé fixement le ventre gonflé, puis l'a palpé doucement avec sa main, comme pour en tester la dureté. Ensuite, il a hoché la tête. Ce n'était pas un hochement de tête inquiet, mais un hochement de tête satisfait, comme celui de quelqu'un qui vérifie un travail qui se déroule selon le plan. En voyant cela, tout mon corps est devenu glacial. Il ne s'agissait plus d'une maladie. C'était un plan. Jean-Pierre a rabaissé la couverture, l'a arrangée, puis, par habitude, a jeté un coup d'œil vers la caméra. Heureusement, l'angle était bon, il ne l'a pas remarqué. Il a éteint la lampe de chevet, est sorti et a refermé la porte très doucement. Sur l'écran, il ne restait que ma belle-mère, allongée en silence, les yeux mi-clos, les larmes coulant toujours. Je me suis mordu fortement la lèvre pour ne pas éclater en sanglots. Benoît a laissé tomber le téléphone sur le lit, comme si toutes ses forces l'avaient abandonné. Il m'a regardé, le visage pâle, la voix rauque. « Mon Dieu, mon père veut tuer ma mère. » J'ai dégluti difficilement, me forçant à rester lucide,
et j'ai immédiatement dit quelque chose pour le sortir de son état de choc. Nous avons besoin de preuves matérielles et d'un médecin. La vidéo ne suffit pas. Il nous faut un échantillon de ce produit, il nous faut un rapport médical, sinon il niera sans cesse et recommencera. Benoît a lentement hoché la tête. Dans ses yeux, je voyais la plus profonde des douleurs, le sentiment d'avoir été trahi par son propre sang. Et j'ai su qu'à partir de cet instant, il n'y avait plus de retour en arrière possible pour nous. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir, mais je ne pouvais plus me rendormir. La scène de la nuit se rejouait en boucle dans ma tête, comme une épine. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la main de Jean-Pierre serrant le menton de ma belle-mère. J'entendais clairement sa phrase glaciale. « Si tu vis plus longtemps, ce sera plus difficile pour moi. » Benoît était assis au bord du lit, les coudes sur les genoux, la tête baissée. Je savais qu'une tempête faisait rage en lui, et cette tempête s'appelait son père. Je n'ai pas beaucoup parlé, j'ai juste posé ma main sur son épaule et j'ai chuchoté. « Nous devons agir vite maintenant, mais intelligemment. Ta mère est en danger, il peut réessayer à tout moment. » Benoît m'a regardé, les yeux rouges, puis a hoché la tête comme quelqu'un qui vient d'avaler quelque chose de très amer. Nous étions d'accord sur un point. Nous avions besoin de preuves matérielles. La vidéo ne prouve que l'acte. Mais pour savoir ce qu'il y avait dans cette poudre, pour mener cette affaire jusqu'au bout, il nous fallait un échantillon et un expert. Je ne voulais pas que ce problème familial dégénère en une querelle où tout le monde m'accuserait, moi, la belle-fille, de calomnier mon beau-père. Il fallait quelque chose que Jean-Pierre ne pourrait pas nier. J'ai attendu le bon moment. Quand Jean-Pierre est sorti dans le jardin pour téléphoner, c'était son habitude de se tenir au coin de la terrasse. Il parlait à voix basse, les yeux balayant de droite à gauche, comme s'il craignait que quelqu'un l'entende. Ce fut encore le cas aujourd'hui. Quand sa voix a commencé à s'éloigner, j'ai fait signe à Benoît de rester dans la chambre de sa mère et de faire comme s'il l'amassait comme d'habitude. Moi, je me suis dirigée très doucement vers la chambre de Jean-Pierre. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne l'entende. La porte de la chambre était entr'ouverte. J'ai pris une profonde inspiration, l'ai poussée un peu, puis je me suis arrêtée pour écouter. Aucun bruit. Je me suis glissée à l'intérieur. La chambre de Jean-Pierre n'était pas en désordre, mais dans le coin se trouvait une petite armoire en bois fermée par un simple verrou. Je l'avais déjà vu y cacher ses documents. J'ai ouvert l'armoire. Une forte odeur de médicaments m'a immédiatement frappée. Pas celle des tisanes, ni celle des huiles essentielles. À l'intérieur, il y avait plusieurs flacons de sirop brun, quelques herbes coupées, et surtout, de nombreux petits sachets de poudre blanche emballés dans du papier journal. À côté, il y avait une boîte en plastique. Sur le couvercle, écrit au stylo, la mention « À prendre après le repas ». L'écriture était masculine. Des traits forts et hâtifs. Un frisson m'a parcouru. C'était sûrement la chose qu'il avait versée dans la bouillie de ma belle-mère la nuit dernière. Je n'ai pas été assez stupide pour tout emporter. J'ai juste pris un sachet, le plus petit. Juste assez pour une analyse. Puis j'ai rapidement pris en photo tout ce qui se trouvait dans l'armoire. Les flacons de sirop, la boîte avec l'inscription, les autres petits sachets, et même leur disposition. Une fois terminé, j'ai tout remis exactement comme c'était, et j'ai refermé l'armoire. J'ai même essuyé soigneusement la poignée avec un mouchoir, pour qu'aucune nouvelle empreinte ne puisse éveiller les soupçons de Jean-Pierre. Pendant que je faisais cela, une sueur froide coulait le long de mon dos. J'allais faire demi-tour quand mes yeux sont tombés par hasard sur le tiroir à côté du bureau. Le tiroir était légèrement ouvert, comme si quelqu'un l'avait refermé à la hâte. Je l'ai tiré doucement. À l'intérieur, il y avait quelques feuilles de papier pliées, et parmi elles, un relevé de virement. J'y ai jeté un coup d'œil. Mon cœur battait dans ma gorge. Le nom du bénéficiaire était clairement lisible. Claudia. Pendant quelques secondes, je suis restée figée. Claudia, du téléphone. Et il n'y en avait pas qu'un, mais plusieurs. Tout s'espaçait de quelques semaines. Le montant n'était pas très élevé, mais c'était régulier, comme de l'argent de poche. J'ai dégluti. Si c'est sa maîtresse, alors tout devient bien trop clair. Sinon, c'est du moins la personne avec qui il complote quelque chose. Je n'ai pas pris les papiers, j'ai juste photographié chaque feuille, avec les dates. J'ai essayé de me souvenir d'un petit détail qui m'a fait mal à la tête. Ces virements s'étaient intensifiés juste au moment où le ventre de ma belle-mère avait commencé à enfler. Je ne voulais pas faire de suppositions, mais cette coïncidence ne me permettait pas de rester naïve. J'ai refermé le tiroir et j'allais partir quand j'ai soudain aperçu un tas de bouts de papier dans la poubelle de Jean-Pierre. Quelque chose m'a poussé à me pencher. J'ai pris quelques morceaux et j'ai essayé de les assembler, comme un puzzle macabre. Sur un morceau, il y avait le mot « testament »
et sur un autre, transfert de propriété. Je n'ai pas eu besoin de tout reconstituer pour comprendre. C'était un testament et un acte de transfert de propriété. Ma gorge s'est nouée. Donc, le marmonnement de Jean-Pierre, il faut que ce soit transféré à mon nom au plus vite. C'est la seule façon d'être tranquille. N'était pas une erreur. Il planifiait quelque chose sur papier. Et être voulait-il tout régler avant que ma belle-mère ne puisse reprendre conscience, parler, ou même avoir une chance de survivre. À peine sortie de la chambre, j'ai entendu des pas sur la terrasse. J'ai sursauté, me suis précipitée dans la cuisine, et j'ai fait comme si je faisais la vaisselle. Jean-Pierre est entré et m'a jeté un regard. Son regard était aussi acéré qu'un couteau. « Prépare le petit déjeuner. Ne traîne pas. » J'ai baissé la tête. Oui, mais intérieurement, j'avais déjà ma réponse. Il était méfiant. Et un homme méfiant est généralement un homme coupable. Quand Jean-Pierre est parti, j'ai attiré Benoît dans un coin de la cuisine et je lui ai montré les photos et le petit sachet de poudre. Benoît a vu le nom de Claudia sur le relevé de virement. Son visage a changé. Il a serré les dents. J'appelle la gendarmerie. C'en est assez. J'ai immédiatement secoué la tête. J'ai dit doucement mais fermement. Pas encore. Nous avons besoin d'un rapport médical. Benoît, furieux, a frappé la table. Ses yeux étaient injectés de sang. J'ai compris sa douleur, mais je devais le ramener à la raison. J'ai appelé Esther, une amie qui travaille comme pharmacienne. Je ne lui ai pas tout dit au téléphone, juste que j'avais un médicament étrange et je lui ai demandé d'y jeter un œil. Esther a écouté. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis m'a dit sur un ton grave « Ne laisse personne en manger. Ce genre de poudre fait probablement partie des diurétiques ou des préparations hormonales. Si la dose est mauvaise, cela peut provoquer une insuffisance rénale et hépatique. Une personne âgée ne le supporterait pas. » En entendant cela, un frisson m'a parcouru. Chaque cuillère de bouillie, hier soir, chaque geste, avait rapproché ma belle-mère de la mort. J'ai regardé Benoît et je lui ai expliqué le plan. Nous devons emmener ta mère à l'hôpital tout de suite, mais ne parlons pas de son gros ventre. Disons qu'elle a des difficultés respiratoires. Il faut examiner ses poumons et son cœur. Comme ça, ton père n'aura pas le temps de se préparer. Benoît a hoché la tête, les lèvres serrées. Nous allions appeler un taxi quand Jean-Pierre est sorti de sa chambre. Il a vaguement entendu le mot « hôpital ». Il est immédiatement entré en fureur. Je vous ai dit qu'on n'allait nulle part. Il s'est avancé, a arraché le téléphone des mains de Benoît et a hurlé. Elle est juste faible. Pourquoi l'emmener à l'hôpital? Tu ne fais que jeter la honte sur la famille. En voyant cela, une chose est devenue absolument claire pour moi. Il avait peur de l'hôpital comme du feu. Une personne normale, inquiète pour sa femme, supplierait les médecins de la sauver. Lui, au contraire, craignait que les médecins ne trouvent quelque chose. Je me suis avancée et j'ai regardé Jean-Pierre droit dans les yeux. Je n'ai pas crié, mais chaque mot que j'ai prononcé était aussi dur qu'un clou. Si vous ne nous laissez pas faire, j'appellerai moi-même une ambulance. Jean-Pierre a été surpris, ses lèvres tremblaient. Dans ses yeux, une lueur de haine a brillé un instant, mais il l'a réprimée et a souri cyniquement. « Comme tu es admirable. Tu veux jouer l'héroïne dans cette maison ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste tourné les talons. Je suis entrée dans la chambre de ma belle-mère et je lui ai serré la main. À cet instant, une seule pensée m'habitait. Peu importe à quel point il me déteste, je dois la sortir de cette maison avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas attendu que Jean-Pierre change d'avis. Dès que je l'ai vu se diriger vers le coin du jardin pour téléphoner, j'ai immédiatement fait signe à Benoît. Nous avons agi comme si nous l'avions répété. L'un tenait ses épaules, l'autre ses jambes. Nous avons délicatement transporté ma belle-mère du lit à la voiture. Maman Marguerite était très faible. Son corps était aussi léger que du coton. En voyant son ventre gonflé et dur, j'ai ressenti à la fois de la peur et de la pitié. J'ai essayé de la rassurer en chuchotant. « Maman, on va juste voir le médecin, d'accord? Essaye de respirer calmement. » Maman Marguerite m'a juste regardé, les yeux hagards. Mais une petite lueur d'espoir y brillait encore. Je ne sais pas ce qu'elle a entendu, mais je savais qu'elle se battait pour sa vie. Alors que nous passions le portail, j'entendais encore Jean-Pierre téléphoner derrière nous. Je vous ai déjà dit de ne pas faire de scandale. Oui, je m'en occupe. Un frisson m'a parcouru, mais je n'ai pas regardé en arrière. Benoît a appuyé sur l'accélérateur, le visage tendu. Il n'a pas dit un mot de tout le trajet, jetant seulement de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur pour vérifier la respiration de sa mère. J'étais assise à côté de ma belle-mère, lui tenant fermement sa main fine. Et j'avais l'impression que si je la lâchais, elle disparaîtrait. Dans ma tête,
Une phrase se répétait sans cesse. Il faut qu'on arrive, il faut qu'on arrive. Dès notre arrivée à l'hôpital, le médecin de garde a immédiatement demandé que ma belle-mère soit emmenée aux urgences pour des examens. Ils l'ont allongée, l'ont branchée à un moniteur cardiaque et de pression artérielle. Le bip régulier résonnait dans l'odeur entêtante de désinfectant, ce qui m'a donné le vertige. J'ai vu Benoît dans un coin, les deux poings serrés, les yeux rouges. Je savais qu'il avait peur. Peur que sa mère ne parte sous ses yeux. Peur que nous soyons arrivés trop tard. J'avais peur aussi, mais je ne pouvais pas m'effondrer, du moins pas maintenant. Le médecin a pratiqué une échographie abdominale, une analyse de sang, et a vérifié ses fonctions hépatiques et rénales. L'attente des résultats a semblé une éternité. J'étais assise dans le couloir, regardant la porte des urgences s'ouvrir et se fermer sans cesse. Mon cœur était agité. Quelques instants plus tard, le médecin nous a appelés. Il a parlé brièvement, mais c'était suffisant pour que mon cœur me monte à la gorge. Ma belle-mère avait une accumulation massive de liquide dans la cavité abdominale, accompagnée d'une insuffisance hépatique et rénale. Puis il nous a regardés et a demandé directement « Est-ce que la famille lui a donné des médicaments d'origine inconnue ?» C'est très dangereux pour les personnes âgées si elles prennent quoi que ce soit. Benoît allait répondre, mais je l'ai interrompu en hochant la tête. « Oui, docteur. Elle a bu une sorte de décoction à base de plantes d'un ami. Je n'ai pas dit qui la lui avait donnée. Ce n'était pas encore le moment. Je voulais juste que le médecin se concentre d'abord sur lui sauver la vie. Le médecin a été très clair. Si elle continue à prendre des médicaments non identifiés, la patiente peut tomber dans le coma à tout moment. J'ai entendu le mot coma et mes jambes se sont dérobées. Mais avant même que je puisse reprendre mes esprits, le médecin m'a soudainement regardé. Sa voix s'est faite plus lente, comme s'il pesait ses mots. Je voudrais vous demander autre chose. Quelqu'un lui a-t-il fait une injection ou une perfusion à la maison? J'ai été surprise. Non, docteur. Pourquoi demandez-vous cela? Il a montré une note et a pointé le bras de ma belle-mère. Sur son bras, il y a une marque de piqûre fraîche, pas une ancienne, comme si on venait de lui planter une aiguille. Je suis restée glacée. Mes oreilles bourdonnaient comme si on m'avait versé de l'eau glacée dessus. Je me suis souvenue de l'enregistrement de la caméra. Il y avait eu des moments où Jean-Pierre était resté assis très longtemps près du lit de ma belle-mère. Sa main était cachée derrière son dos, puis il se penchait très près d'elle. À ce moment-là, je m'étais concentrée uniquement sur la bouillie et le petit sachet de poudre. Je pensais qu'il la forçait seulement à manger. Mais si le médecin dit qu'il y a une marque de piqûre fraîche, alors en dehors de la bouillie, qu'a-t-il fait d'autre? Une injection secrète au milieu de la nuit? Un médicament qui ne tue pas sur le coup, mais qui affaiblit lentement? Mon dos s'est engourdi. Si c'est vrai, Jean-Pierre ne voulait pas seulement que sa mère soit faible, mais qu'elle parte vite et en silence, sans que personne ne se doute de rien. Benoît m'a regardé. Ses lèvres ont bougé sans un son. Une marque d'injection? Je lui ai serré la main. J'ai essayé de garder une voix normale pour que le médecin ne se méfie pas trop. Oui, docteur. Il y a quelqu'un à la maison qui s'occupe d'elle. Parfois, il lui masse les mains et les pieds. Peut-être n'avons-nous pas été assez attentifs. Après avoir fini de parler, je me suis tournée vers le médecin et j'ai baissé la voix. Docteur, pourrais-je vous demander de garder cela confidentiel pour le moment? Je crains qu'il y ait quelqu'un à la maison dont les intentions ne sont pas honnêtes. Le médecin m'a regardé pendant quelques secondes, puis a lentement hoché la tête. Je comprends. Pour l'instant, le plus important est de sauver la patiente. Pour le reste, la famille devrait signaler la situation aux autorités compétentes quand vous aurez suffisamment de preuves. Je suis sortie dans le couloir, les mains toujours froides. J'ai appelé Jean-Pierre avec le scénario que j'avais préparé. J'ai essayé de donner à ma voix un ton paniqué. Jean-Pierre, maman est à l'hôpital. Le médecin dit qu'elle doit être hospitalisée. Il faut qu'un membre de la famille signe les papiers. Il y a eu un silence de quelques secondes à l'autre bout du fil. Je pensais qu'il allait demander comment allait sa mère, si son état était critique. Mais non. Jean-Pierre n'a posé qu'une seule question. Sa voix était grave, mais tranchante. Le médecin n'a pas dit que son ventre était comme celui d'une femme enceinte? Je me suis figée. J'ai regardé Benoît, puis j'ai fixé l'espace vide devant moi. J'avais l'impression que la réalité venait de me gifler. Benoît a aussi entendu la question, car j'avais mis le haut-parleur. Il ne voulait pas y croire. Ses yeux se sont agrandis, ses lèvres tremblaient. J'ai désactivé le haut-parleur. J'ai réprimé ma voix. Venez à l'hôpital. On en parlera. Jean-Pierre a grogné. Je suis occupé. Débrouille-toi. Puis il a raccroché avec un clic sec. Je tenais le téléphone, la main tremblante.
Un mari qui apprend que sa femme est dans un état critique, mais qui ne demande que si son ventre est comme celui d'une femme enceinte. Si ce n'est pas un plan diabolique, qu'est-ce que c'est? Je suis immédiatement retournée voir le médecin et j'ai demandé une copie des résultats d'analyse et des documents connexes. Je n'ai rien demandé d'extraordinaire, juste ce à quoi la famille a droit, pour avoir une base plus tard. J'ai aussi demandé à l'infirmière de noter en détail la nouvelle marque de piqûre, pour qu'il ne manque rien. Chaque feuille de papier que je tenais à cet instant n'était plus un simple morceau de papier, mais la vie de ma belle-mère. Quand je suis retournée dans la salle d'attente, j'ai vu Benoît figé près de la fenêtre du couloir. Son visage était pâle. Il m'a tendu son téléphone. Sur l'écran, un message d'un numéro inconnu. Une seule phrase. Si tu veux que ta mère survive, ne cherche pas d'ennui à Jean-Pierre. Après l'avoir lu, ma gorge s'est asséchée. J'ai regardé Benoît, puis vers la porte des urgences où se trouvait ma belle-mère. À cet instant, j'ai très clairement compris. Cette affaire ne concerne pas seulement Jean-Pierre. Derrière lui, il y a une autre main qui nous observe et qui nous menace de nous taire. Et à partir de cet instant, ce jeu n'était plus un simple problème de famille. C'était une lutte pour récupérer la vie de ma belle-mère, à n'importe quel prix. Le message du numéro inconnu brillait sur l'écran comme une gifle glaciale. Après l'avoir lu, je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai juste serré le téléphone et entraîné Benoît vers la cage d'escalier de secours au bout du couloir. C'était plus calme là-bas. Le bruit des pas et les annonces du haut-parleur étaient un peu étouffés. Benoît m'a regardé, les yeux rouges, remplis de fureur. Il a presque grogné. Qui a envoyé ça? Cette seule phrase a suffi à faire saillir les veines de son cou. Si tu veux que ta mère survive, ne cherche pas d'ennui à Jean-Pierre. Benoît a serré les dents, il voulait se retourner et se précipiter dans le bureau du médecin. Mais je l'ai attrapé par la main. Je l'ai retenu. Ne sois pas imprudent, Benoît. Il a arraché sa main. Sa voix était pleine de frustration. De quoi as-tu peur encore? C'est ma mère. Je l'ai regardé droit dans les yeux, parlant vite mais en articulant chaque syllabe. C'est justement parce que j'ai peur. Nous devons sauver ta mère. Si tu te mets en colère maintenant, ils retourneront à la maison et feront disparaître toutes les preuves. Maman est là, allongée. Elle ne peut pas attendre que nous ayons évacué notre colère. Benoît s'est figé pendant quelques secondes, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. Je savais qu'il aurait voulu tout casser, mais à cet instant, les émotions ne pouvaient sauver personne. J'ai baissé la voix. Nous devons savoir qui nous surveille, qui est derrière ce message. Si ce n'était qu'une menace ordinaire, il ne mentionnerait pas ton père par son nom. Benoît s'est mordu fortement la lèvre, puis a hoché la tête. J'ai immédiatement appelé Esther. J'ai essayé de garder une voix normale. Esther, je voudrais te demander quelque chose. Si je veux demander les enregistrements des caméras du couloir de l'hôpital, quelle est la procédure? Esther est restée silencieuse un instant, puis a demandé à voix basse « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je ne suis pas entrée dans les détails. J'ai juste dit brièvement « Quelqu'un nous surveille et a envoyé un message menaçant. J'ai besoin de savoir qui rôde près des urgences. » Esther a soupiré. N'agis pas seule. On ne peut pas visionner les caméras de l'hôpital comme ça, mais tu peux demander de l'aide à la sécurité pour qu'ils en parlent à l'infirmière en chef. Le plus important est de noter l'heure. Qui est apparu? Quels vêtements portait-il? Avec qui est-il venu? Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Dans ma tête, une liste de choses à faire s'était déjà formée. Benoît et moi sommes retournés dans la zone des urgences, et c'est à ce moment-là que nous avons vu arriver Jean-Pierre. Il portait un manteau sombre. Dans sa main, un dossier. Son visage était froid comme de la glace. Ce qui m'a glacé, c'est qu'il n'a pas posé une seule question sur ma belle-mère. Pas de « Comment va-t-elle » ou « Qu'a dit le médecin ?» Dès qu'il m'a vu, il m'a fusillé du regard. « Tu l'as amené à l'hôpital pour jeter la honte sur la famille, c'est ça ?» Je me suis tenue droite, sans reculer. Ma voix était calme mais tranchante, car je savais que si je fléchissais ne serait-ce qu'une fois, il m'écraserait. Je l'ai amenée pour qu'elle puisse continuer à respirer. Ne me parlez pas d'honneur maintenant. Jean-Pierre m'a regardé fixement. Son regard semblait vouloir mettre le feu à mon visage. Il a baissé la voix à un point qui donnait des frissons. Je sais que tu poses beaucoup de problèmes. Si tu veux une vie tranquille, signe ce papier. Sur ce, il a sorti une feuille pliée de son dossier et me l'a tendue directement. Benoît s'est avancé. Quel papier est-ce? Jean-Pierre l'a foudroyé du regard. Tais-toi. Qu'est-ce qu'un gamin comme toi peut bien savoir? J'ai déplié le papier. En lisant les mots imprimés en haut, mon cœur s'est mis à battre violemment.
Ce n'était pas une autorisation de l'hôpital, ni un engagement de traitement. C'était une sorte de procuration médicale, rédigée en termes très stricts et froids, donnant plein pouvoir à la personne désignée pour prendre des décisions concernant le traitement et les interventions médicales. J'ai aussi lu la partie stipulant que le mandataire était autorisé à décider d'une intervention médicale en cas d'urgence. Ma main tremblait. J'ai levé la tête et j'ai regardé Jean-Pierre. Avec un bout de papier, il voulait tenir entre ses mains la clé de la vie et de la mort de ma belle-mère. Benoît a bondi, m'a arraché le papier des mains. Ses yeux se sont agrandis. « Tu es devenu fou, papa ? Maman est encore en vie. Pourquoi nous fais-tu signer un tel papier ?» Jean-Pierre a grogné mot par mot. « Je suis son mari. J'en ai le droit. » En entendant le mot « droit », j'ai eu la nausée. Quel droit, alors que l'enregistrement de la caméra venait de le surprendre en train de forcer sa femme à prendre un médicament étrange? J'ai repris le papier, j'ai regardé Jean-Pierre, et j'ai dit une phrase ferme. « Vous traitez maman comme un objet que l'on peut gérer avec une signature. » Jean-Pierre a ricané. « Ne joue pas la sainte avec moi. » Le sang me montait à la tête. Je n'ai pas discuté davantage. J'ai déchiré le papier en deux, juste devant lui, puis je l'ai déchiré à nouveau, et j'ai laissé tomber les morceaux par terre, comme si je jetais quelque chose de sale. Dans le couloir, quelques personnes se sont retournées. Le visage de Jean-Pierre a pâli un instant, puis il s'est rué vers moi, approchant son visage du mien. Sa voix était un sifflement. « Tu l'as déchiré, tu en subiras les conséquences. » Je n'ai pas reculé, je l'ai juste regardé droit dans les yeux. J'accepterai n'importe quelle conséquence, mais je ne signerai pas le papier qui vous autorise à tuer officiellement maman. À ce moment précis, une respiration haletante s'est fait entendre depuis les urgences. Une infirmière a appelé la famille. « Une personne peut entrer. » Je me suis précipitée à l'intérieur. Benoît m'a suivi. Ma belle-mère était allongée sur le lit. Son visage était d'une pâleur mortelle, ses lèvres violettes. Ses yeux étaient mi-clos, comme si elle me regardait. Sa main tremblante a saisi le bord de mon vêtement aussi faiblement que le contact d'une feuille. Je me suis penchée sur elle et je l'ai entendue essayer de prononcer quelques mots entrecoupés. Sa respiration était difficile. Puis ses yeux se sont légèrement agrandis. Sa main est retombée. Son corps s'est détendu. Paniquée, je l'ai appelée. « Maman! Maman !» L'infirmière m'a immédiatement repoussée. Le médecin s'est précipité pour l'examiner. Je suis restée sur le côté, le cœur en miettes. À cet instant, 2 syllabes ont résonné dans ma tête. « Claudia !» Il ne m'a pas fallu longtemps pour réfléchir. Claudia. Le nom que j'avais photographié sur le relevé de virement. La mystérieuse Claudia du téléphone fixe. La personne derrière le message menaçant. Je me suis retournée vers la porte et j'ai vu que Jean-Pierre était toujours là. Pas de panique, pas d'inquiétude. Il regardait simplement à l'intérieur, comme s'il assistait à un drame qui atteignait son paroxysme. Je me suis approchée, la voix rauque de colère et de peur. « Vous venez de dire que j'en subirai les conséquences. Ou peu? Être voulez-vous vraiment que maman parte vite ?» Jean-Pierre m'a fusillé du regard, mais seulement un instant, puis il a souri cyniquement et a parlé si bas que moi seule pouvais l'entendre. « Si tu sais où est ta place, tu as encore une chance. » De la tête aux pieds, je suis devenue glaciale. Ce n'était plus une menace, mais un marché dont l'enjeu était une vie humaine. Benoît est sorti en courant de la chambre. Ses yeux étaient rouges, sa voix brisée. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Jean-Pierre s'est retourné, changeant immédiatement de ton, et a joué le rôle du père strict. « Ce que je fais, je suis venu m'occuper de ta mère. C'est ta femme qui fait tout ce scandale. » Je l'ai vu changer de masque, et j'ai été horrifiée. J'ai compris qu'à partir de maintenant, nous ne devions pas seulement sauver maman, mais aussi nous battre contre quelqu'un qui était à la fois cruel et bon acteur. Et ce combat ne faisait que commencer. Benoît semblait sur le point d'exploser. Après avoir entendu la phrase de son père, « Si tu sais où est ta place, tu as encore une chance. » Il s'était lancé et a voulu attraper Jean-Pierre par le col au milieu du couloir. J'ai dû rassembler toutes mes forces pour le retenir, en chuchotant comme pour donner un ordre. « Si tu le frappes maintenant, tu tombes dans son piège. » « Calme-toi, Benoît. Nous devons le prendre en flagrant délit. » Le visage de Benoît était livide, ses yeux injectés de sang. J'ai compris ce qu'il ressentait. Mais à ce moment, un seul coup aurait renversé la situation. Le fils a frappé son père. La femme a provoqué son mari. Pendant ce temps, ma belle-mère était toujours là, de plus en plus faible, sans défense. J'ai immédiatement rappelé Esther. J'ai parlé très brièvement. « Esther, s'il te plaît, aide-moi. »
Ma belle-mère est dans un état critique. Je soupçonne que quelqu'un lui a donné un médicament. S'il te plaît, dis au médecin de garde de restreindre l'accès des membres de la famille pour lui donner à manger ou à boire, et surtout, de ne laisser personne toucher à sa perfusion. Esther a répondu immédiatement. Attends-moi là-bas. J'arrive. J'ai raccroché et j'ai regardé Benoît. Ne quitte pas ce couloir. Surveille tous ceux qui entrent et sortent. Je vais parler au médecin. Esther est arrivée rapidement. Elle a pris l'infirmière en chef à part, lui a parlé quelques instants. J'étais à côté d'elle, j'ai pointé le bras de ma belle-mère, et j'ai dit assez fort pour que les responsables entendent. Le médecin a dit qu'il y a une nouvelle marque de piqûre. Des personnes suspectes sont venues à la maison. Je demande à l'hôpital de m'aider à protéger la patiente. L'infirmière en chef m'a regardée, son expression est devenue sérieuse, puis elle a hoché la tête. D'accord, pour l'instant. Un seul membre de la famille peut entrer. Toute intervention doit être supervisée par un professionnel de la santé. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais je n'osais pas encore me détendre. Jean-Pierre, qui se tenait non loin et avait vaguement entendu les mots « marque de piqûre suspecte » et « médicament », s'est immédiatement figé, puis s'est approché. Sa voix semblait déchirer l'air. La belle-fille calomnie son beau-père. « Tu veux que je meure de honte ?» Autour de nous se trouvaient plusieurs autres proches de patients. Ils se sont tournés vers nous, les yeux pleins de curiosité. Je savais qu'il essayait d'attirer la sympathie des gens et de me faire passer pour une belle-fille irrespectueuse avant même que je puisse présenter des preuves. Je n'ai pas crié, ni commencé une longue dispute. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit une phrase simple mais assez piquante. « Vous n'avez pas honte de ce que j'ai dit, mais de ce que vous avez fait. » Les yeux de Jean-Pierre se sont agrandis. Il a levé la main, comme pour me gifler, mais l'a ensuite baissé, car des infirmières et d'autres personnes regardaient. Il a changé de tactique à la vitesse de l'éclair et s'est tourné vers Benoît. « Tu entends comment ta femme parle ? Elle veut diviser la famille. » Benoît tremblait, mais n'a pas répondu. Il a juste regardé son père avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Un mélange de ressentiment, de suspicion et de dégoût. J'ai compris que les mots ne suffisaient pas. Si aujourd'hui il n'y avait pas de preuves claires, Jean-Pierre continuerait à jouer la comédie, à nier, et à chercher un moyen d'agir quand nous ne regarderions pas. J'ai murmuré à l'oreille de Benoît. Il reviendra sûrement ce soir. Ce genre de personne n'abandonne pas. Nous devons le laisser se démasquer lui-même. Benoît m'a regardé avec surprise. Quel est ton plan ? J'ai répondu. Je serai là-bas. Toi, tu surveilleras depuis le couloir. Moi, je surveillerai de l'intérieur, à ma manière. La nuit est tombée. L'hôpital est devenu silencieux, mais ce silence était justement effrayant. J'ai fait comme si je disais à l'infirmière que je descendais à la cafétéria pour chercher un peu de bouillie. En réalité, je suis partie, mais je ne suis pas descendue. Je me suis cachée derrière une porte vitrée au bout du couloir. De là, j'avais une vue en biais sur la porte de la chambre de ma belle-mère. J'ai mis mon masque, j'ai relevé la capuche de mon manteau et j'ai tenu mon téléphone en main, prêt à enregistrer une vidéo. Benoît se tenait dans le coin opposé, faisant semblant de regarder son téléphone, mais ses yeux ne quittaient pas la porte une seule seconde. Vers l'heure du changement de service, le couloir s'est vidé, comme je l'avais prévu. Le personnel soignant était occupé par la relève. Les proches des patients passaient rarement par là. Et c'est précisément à ce moment que Jean-Pierre est apparu. Il marchait très vite, ses yeux balayant de droite à gauche. Dans sa main, pas de panier de fruits ou de serviettes comme les visiteurs ordinaires, mais une petite bouteille d'eau et une seringue qu'il cachait dans son manteau. J'ai clairement vu son mouvement pour tirer le bord de son manteau afin de dissimuler l'objet. Mon cœur battait la chamade, mais ma main était ferme comme un roc. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Jean-Pierre est entré dans la chambre, laissant la porte entr'ouverte. Il s'est approché du lit, a regardé ma belle-mère qui respirait faiblement, puis s'est penché vers la tubulure de la perfusion. J'ai clairement entendu son murmure. Sa voix était basse, mais le micro du téléphone l'a enregistré. Juste une injection de plus. Et c'est fini. Cette phrase m'a frappé comme un marteau. Pas pour qu'elle aille mieux, pas sur prescription médicale, mais c'est fini. Qu'est-ce qui serait fini, si ce n'est sa vie ? Je n'ai pas attendu plus longtemps. Je me suis précipitée et j'ai poussé la porte avec force. Jean-Pierre a eu peur. Sa main, qui dirigeait la seringue vers la tubulure de la perfusion, a dévié. La bouteille d'eau est tombée par terre et s'est brisée en morceaux. L'eau a éclaboussé partout. Jean-Pierre s'est retourné, les yeux agrandis. « Maudite femme, comment oses-tu » Et à cet instant, une énorme gifle a claqué sur ma joue. Mes oreilles ont sifflé,
J'ai senti un goût salé dans ma bouche, mais je n'ai pas lâché le téléphone. J'ai juste reculé d'un pas, en veillant à ce que son visage et la seringue dans sa main soient bien visibles sur l'enregistrement. Benoît a entendu le bruit du verre brisé et s'est précipité à l'intérieur. Il a vu mon visage rouge et les éclats de verre par terre. Il a crié « Tu as frappé ma femme !» Jean-Pierre ne pouvait plus jouer la comédie. Il a hurlé, hors de lui. Elle l'a mérité, elle a ruiné mon plan. Avec cette seule phrase, je savais que tout était fini pour lui. Quel plan a-t-elle ruiné? Un plan de meurtre par injection, quoi d'autre? Les infirmières se sont précipitées à la porte, puis sont entrées. Le médecin de garde est également arrivé. Les agents de sécurité de l'hôpital ont immédiatement maîtrisé Jean-Pierre. Il essayait encore de se débattre et de crier « Je suis son mari, j'en ai le droit ». J'ai mis la main sur ma joue giflée, mais j'ai levé haut l'autre main, celle qui tenait le téléphone. Ma voix n'était pas forte, mais froide comme un couteau. J'ai une vidéo de son visage, de la seringue et de ses paroles. Si quelqu'un ose toucher à ma belle-mère, je la remets immédiatement à la gendarmerie. Toute la pièce est devenue silencieuse. Benoît se tenait à côté de sa mère. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix tremblait. « Papa, tu voulais vraiment tuer maman ?» Jean-Pierre n'a pas répondu, il m'a juste regardé avec une haine pure, comme si je lui avais pris quelque chose. Mais je savais que ce que je venais de reprendre, c'était la vie de ma belle-mère. Du moins pour cette nuit. Après l'incident dans la chambre d'hôpital, l'établissement a temporairement interdit à Jean-Pierre de s'approcher de ma belle-mère. L'infirmière en chef a souligné qu'un seul membre de la famille pouvait entrer, et que toute intervention devait être supervisée par un professionnel de la santé. En entendant cela, j'ai ressenti à la fois du soulagement et de l'inquiétude, car je savais qu'un homme habitué à agir en secret, s'il est bloqué, panique de plus en plus, et plus il panique, plus il agit de manière imprudente. Benoît voulait rester à l'hôpital pour veiller sur sa mère. J'ai tout de suite accepté. « Reste ici. » Je rentre à la maison chercher les résultats des analyses de l'échantillon de médicaments et la clé USB avec les enregistrements de la caméra. Nous devons tout rassembler, de peur qu'il ne rentre et ne fasse tout disparaître avant nous. Benoît m'a serré la main très fort. Sa voix était rauque. « Fais attention à toi. Si quelque chose t'arrive… » J'ai secoué la tête. J'ai essayé de le rassurer. Je ne ferai rien d'imprudent. Je vais juste chercher ce qui appartient à la vérité. Le trajet de retour à la maison, tard dans la nuit, était très silencieux. En conduisant, la moitié de mon visage était encore chaude de la gifle, mais cette chaleur n'était rien comparée au froid qui me parcourait l'échine en me souvenant de la phrase « Elle a ruiné mon plan ». Quel plan, si ce n'est un scénario prémédité? Je suis entrée dans la cour. J'ai ouvert la porte d'entrée, et mon cœur a soudainement raté un battement. Sur la porte de la chambre de Jean-Pierre, un cadenas flambant neuf brillait sous la lumière jaune de l'ampoule. Auparavant, il n'utilisait qu'un simple loquet, mais maintenant il l'avait remplacé par un cadenas, comme s'il fermait un entrepôt. La porte était hermétiquement fermée. Aucun son ne filtrait de l'intérieur. J'ai tout de suite compris. Il est en train de faire disparaître les preuves et ne veut pas que quiconque entre. Je suis restée dehors quelques secondes, essayant de tendre l'oreille dans le silence de mort, au point d'entendre le tic-tac de l'horloge murale. J'ai fait comme si je l'appelais à voix haute, d'un ton le plus naturel possible, pour que si quelqu'un était à l'intérieur, il se trahisse. « Jean-Pierre, je suis rentrée pour prendre quelques affaires pour maman. Je les apporterai demain à l'hôpital. » Pas de réponse. J'ai appelé une deuxième fois. Toujours le silence. Mon cœur battait la chamade. Deux possibilités. Soit Jean-Pierre n'est pas à la maison, soit il se cache dans la chambre et ne répond pas intentionnellement. Quelle que soit la situation, je ne pouvais pas rester là à attendre. J'ai appelé M. Lefebvre, le serrurier local. J'ai parlé brièvement, sans détour. « Monsieur Lefebvre, la clé de ma chambre est restée à l'intérieur. Pourriez-vous venir l'ouvrir maintenant ? » C'est très important. Lefebvre, d'une voix ensommeillée, a accepté. 15 minutes et je suis là. J'ai attendu dans le salon, ma main ne cessant de serrer mon téléphone. Dans ma tête, je me répétais sans cesse. Ne fais pas de scandale, pour que les voisins ne sortent pas. J'ai besoin de preuves, pas d'une dispute. Monsieur Lefebvre est arrivé, a vu le nouveau cadenas et a froncé les sourcils. Un nouveau cadenas, madame. J'ai hoché la tête et j'ai chuchoté. Ouvrez-le, s'il vous plaît. Mais attendez dehors ensuite. J'entrerai seule. Les affaires de famille sont un peu compliquées. Monsieur Lefebvre m'a jeté un regard. Il semblait comprendre et n'a pas posé plus de questions.
En quelques mouvements, le cadenas s'est ouvert. J'ai poussé la porte de la chambre de Jean-Pierre. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Une odeur de médicaments et de vieux papiers m'a frappée. J'ai refermé la porte presque sans bruit et j'ai allumé une petite lampe. La chambre de Jean-Pierre était toujours bien rangée, mais d'un ordre intentionnel. Sur la table, quelques feuilles de papier récemment arrangées. Je me suis approchée de l'armoire en bois. J'ai tiré le tiroir que j'avais déjà vu. Cette fois, je ne cherchais pas de poudre, car j'avais déjà un échantillon. Il me fallait quelque chose qui prouve le mobile. Ma main a fouillé rapidement, mais j'ai essayé de tout laisser à sa place d'origine. Et, comme mon intuition me le disait, j'ai trouvé un épais dossier. À l'intérieur, une photocopie du titre de propriété de la maison, des papiers de crédit avec des chiffres qui m'ont donné des sueurs froides, et ce qui a le plus glacé mon sang, une police d'assurance vie au nom de ma belle-mère. J'ai regardé la section du bénéficiaire et j'ai failli laisser tomber le dossier. Le bénéficiaire n'était pas Benoît, ni les enfants, mais Jean-Pierre. J'ai dégluti difficilement. Il s'est avéré qu'il ne voulait pas seulement que ma belle-mère parte vite, mais aussi qu'il obtienne légalement, sur papier, l'argent. J'ai photographié chaque page, y compris le numéro de police et la date de signature. Tout était récent, comme si cela venait d'être fait. Ma main tremblait légèrement. Non pas de peur, mais de dégoût. On peut être infidèle, on peut être indifférent, mais signer une assurance pour profiter de la mort de sa femme, c'est un tout autre niveau de cruauté. J'allais remettre le dossier en place quand mes yeux sont soudainement tombés sur quelque chose au fond du tiroir. Quelque chose faisait une bosse, comme un objet caché. J'ai glissé ma main et j'ai sorti un mini-enregistreur vocal, à peine plus grand que 2 de mes doigts. Je me suis figée. Un enregistreur vocal. Pourquoi ici? J'ai essayé d'appuyer sur le bouton de lecture. Mon cœur a raté un battement quand une voix très claire a retenti dans la pièce silencieuse. Une femme riait d'un rire cynique, doux mais froid. Arrange-toi juste pour qu'elle parte tranquillement. Une fois l'affaire réglée et la maison à mon nom, nous pourrons nous afficher ensemble. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Je n'avais jamais rencontré cette femme, mais sa façon de parler, son rire, et cette expression effrayante, qu'elle parte tranquillement, m'ont convaincu qu'elle n'était pas une bonne personne. Puis la voix de Jean-Pierre s'est fait entendre, rauque et insistante, très différente de celle avec laquelle il me criait dessus. « T'inquiète pas, ma belle-fille est une idiote. Benoît aussi est un faible. Tant que Marguerite ne peut pas parler, tout va bien. » Mes yeux me brûlaient, non pas de douleur, mais d'humiliation. J'étais la belle-fille de cette maison depuis 4 ans. J'avais soigné ma belle-mère pendant 4 ans. Mais à ses yeux, je n'étais qu'une idiote. Mon mari aimait sa mère, mais aux yeux de son père, son propre fils n'était qu'un faible, facile à manipuler. Je me suis mordu fortement la lèvre pour retenir mes larmes, car ce n'était pas le moment d'être faible. J'ai immédiatement connecté l'enregistreur à mon téléphone. J'ai copié les fichiers, j'ai photographié leur durée, puis j'ai remis l'enregistreur exactement à sa place. Je n'ai pas emporté l'original, car je savais que s'il remarquait son absence, il saurait immédiatement que quelqu'un était venu. J'ai aussi remis le dossier comme il était, j'ai refermé le tiroir comme s'il n'avait jamais été ouvert. J'allais sortir quand j'ai soudain entendu un bruit de métal contre métal provenant de la porte. Le bruit d'une clé. Mes pieds se sont enracinés au sol. Dans ma tête, une seule phrase tourbillonnait « Il est rentré ». J'ai rapidement éteint la lumière. Mon cœur battait à tout rompre. Dans le noir, je me suis précipitée dans l'armoire à vêtements, ne laissant qu'une petite fente sur la porte. Une odeur de vieux vêtements et de naphtaline m'a frappée, mais je n'osais pas respirer bruyamment. La porte de la chambre s'est ouverte. La lumière de l'extérieur a dessiné une longue ligne sur le sol. J'ai clairement entendu les pas de Jean-Pierre, lourds et pressés. Et il n'était pas seul. J'ai aussi entendu le claquement très léger de talons hauts, comme si la personne essayait de marcher sans bruit. J'ai serré mon téléphone si fort que mes ongles se sont enfoncés dans ma peau, me faisant mal. Jean-Pierre a allumé la lumière. J'ai plissé les yeux à travers la fente de l'armoire. Il est entré le premier. Derrière lui se tenait une femme, portant un long manteau, un chapeau et un masque qui cachaient tout son visage. Jean-Pierre a chuchoté, sa voix impatiente. « Vite, à l'hôpital ?» Ma belle-fille se méfie. La femme a ri doucement. « C'est pour ça que je suis là. Pourquoi paniques-tu autant ?» Puis elle a retiré son masque. Je me suis figée. Je n'avais jamais vu ce visage en personne. Mais le nom sur les relevés de virement, Claudia, du téléphone, et la voix sur l'enregistrement, tout correspondait parfaitement. C'était Claudia. Claudia a regardé la pièce comme une propriétaire, puis a jeté un coup d'œil à Jean-Pierre,
et a prononcé une phrase légère qui m'a glacée jusqu'aux os. Ce soir, c'est moi qui m'en occupe à l'hôpital. J'ai retenu mon souffle dans l'armoire. Ma main serrait le téléphone si fort qu'elle s'est engourdie. Claudia venait de retirer son masque. La lumière de la lampe éclairait son visage lourdement maquillé. Ses yeux étaient aussi perçants qu'un couteau. Elle se tenait au milieu de la pièce comme une reine, à regarder autour d'elle, puis s'est tournée vers Jean-Pierre avec cette voix effroyablement légère. Ce soir, c'est moi qui m'en occupe à l'hôpital. Jean-Pierre a rapidement jeté un coup d'œil vers la porte, puis a baissé la voix. Pas si fort, la belle fille se méfie. Claudia a ri cyniquement. Son rire était sec et froid. Elle se méfie? Alors on va la détruire. Ce qu'une femme craint le plus, c'est que sa réputation soit salie. Une vidéo, quelques photos, et elle se taira à coup sûr. Un frisson m'a parcouru. Sa façon de parler de détruire la réputation des autres, comme si elle achetait des légumes au marché, montrait qu'elle était habituée aux sales coups. Jean-Pierre semblait agacé. Ne dis pas de bêtises. Si elle porte plainte, c'en est fini de moi. Claudia a souri, s'est approchée de la table et a jeté une liasse de papier. Le bruit sourd du papier épais a résonné fortement dans la pièce silencieuse. Tu as oublié que tu as signé une reconnaissance de dette pour tes jeux d'argent? Sans cette maison, les usuriers te couperont en morceaux. Honnêtement, si tu peux encore te tenir debout, c'est grâce à moi et au fait que Marguerite n'est pas encore morte. Jean-Pierre a arraché la liasse de papier. Son visage a pâli, sa voix a grogné. J'ai fait tout ça pour toi. Claudia a rétorqué immédiatement et sèchement. Pour moi? Tu l'as fait pour toi. Ne joue pas les héros. C'est toi le joueur compulsif. C'est toi qui t'es mis dans ce pétrin. Et maintenant, tu entraînes tout le monde dans ta chute. En entendant cela, j'ai eu l'impression qu'on me serrait le cœur. Il s'est avéré qu'il n'agissait pas seulement par une vague cupidité, mais à cause de dettes. Jeux d'argent, dettes, usuriers. Et cette maison était la seule bouée de sauvetage. Mais ce qui m'a le plus effrayé, c'était le regard de Jean-Pierre. Il n'y avait plus d'arrogance, plus de voix autoritaire de beau-père, seulement la panique d'un homme qui a le couteau sous la gorge. Claudia a tiré une chaise. Elle s'est assise, a croisé les jambes et a regardé Jean-Pierre comme un chien dressé. « Ne sois pas faible. Si elle reste en vie, c'est moi qui perds tout. » Jean-Pierre a serré les dents. « Mais c'est ma femme. » Claudia a ri amèrement. « Femme? Femme? Mais tu as signé une assurance vie à ton nom et tu l'appelles encore ta femme? » J'ai été choquée. Elle était au courant de l'assurance aussi. Cela signifie qu'ils n'avaient pas seulement une liaison, mais qu'ils avaient soigneusement planifié chaque étape. Jean-Pierre s'est levé et a commencé à faire les 100 pas. Sa voix était un mélange d'agacement et de peur. À l'hôpital ce soir? Non. Je l'ai giflée. Elle a enregistré ça en vidéo. Claudia a froncé les sourcils. Quel idiot tu fais? Tu l'as laissé enregistrer? Demain, qui va te sauver? Jean-Pierre a grogné. J'ai été emportée par la colère. Claudia a tapoté lentement la table avec son doigt. Sa voix est devenue plus grave, mais de plus en plus effrayante. Il faut ravaler sa colère. Celui qui veut accomplir de grandes choses ne peut pas se laisser guider par ses émotions. Maintenant, écoute-moi. Ce soir, il faut en finir. Il suffit que Marguerite meure de complications. Le médecin écrira défaillance multiviscérale. Personne ne pourra contester. La maison sera à ton nom. Tu paieras ta dette, et moi, je serai tranquille. J'ai dégluti difficilement. Ma gorge était sèche. À ce moment précis, Claudia a soudainement changé de ton, comme pour viser le point le plus faible. « Jean-Pierre, tu te souviens de Louis ?» Jean-Pierre s'est figé, comme s'il avait été frappé à la nuque. « Pourquoi tu parles de ça ?» Claudia a esquissé un très léger sourire. « À l'époque, tu as poussé Louis dans la Seine et tu as cru que personne ne le savait, n'est-ce pas ?» Je me suis glacée. Louis. Ce nom a agi comme un crochet, ramenant à la surface une couche de vase noir dont je n'avais jamais soupçonné l'existence dans cette famille. Le visage de Jean-Pierre est devenu livide. Ses yeux s'agitaient frénétiquement. Sa voix était fausse. « De quoi parles-tu » Claudia s'est adossée à sa chaise. Elle était d'un calme cruel. « Je parle de ce que tu caches depuis des années. Vous vous êtes disputés pour de l'argent, tu l'as poussé dans l'eau, puis tu as fait semblant de pleurer, comme si tu étais innocent. Si je n'avais pas de preuves, je n'oserais pas en parler. N'oublie pas, je connais les bonnes personnes qui peuvent déterrer ton passé. » Jean-Pierre tremblait, mais essayait encore de menacer. « Tu me menaces » Claudia a souri. « Non. Je te rappelle juste la corde qui est déjà autour de ton cou. Si tu veux vivre tranquille, suis-moi.
Si tu veux jouer les héros, essaye donc. Je te garantis que tu ne perdras pas seulement la maison, mais que tu iras en prison pour cette vieille affaire. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Il s'est avéré que Claudia n'était pas seulement une maîtresse. Elle était la marionnettiste, avec le secret d'un crime passé. Et parce qu'il était victime de chantage, Jean-Pierre avait fait de sa femme l'obstacle à éliminer. Plus j'y pensais, plus un frisson me parcourait. Être que ma belle-mère savait déjà quelque chose avant d'être paralysée. Être qu'elle avait entendu quelque chose, vu quelque chose, et c'est pourquoi il fallait la faire taire pendant 4 ans. Claudia s'est penchée vers Jean-Pierre, parlant lentement, comme pour l'instruire. Marguerite, avant d'être paralysée, t'a entendu mentionner le nom de Louis. Elle cache quelque chose. Que ce soit un document, un message ou un témoin. C'est pourquoi elle doit se taire pour toujours. Jean-Pierre a serré les lèvres. Sa voix était rauque. Elle est déjà paralysée. Que pourrait-elle faire? Claudia a grogné. Une personne paralysée peut vivre. Et vivre, c'est dangereux. Je veux qu'elle meure. L'atmosphère dans la pièce est devenue lourde. J'ai ressenti à la fois de la peur et de la colère, à tel point que mes mains tremblaient. Mais j'ai forcé mes doigts à appuyer sur le bouton d'enregistrement vocal de mon téléphone. Je devais sauvegarder chaque mot. Chaque mot sauverait ma belle-mère. Et Benoît. Jean-Pierre s'est approché de la fenêtre, a regardé dehors comme pour chercher une issue, puis s'est retourné. Sa voix était très basse. Je vais à l'hôpital ce soir. Prépare le médicament. Claudia a sorti une petite ampoule de son sac et l'a mise dans la main de Jean-Pierre. Sa voix était froide. Ça ne la tuera pas sur le coup. Ça provoquera juste une insuffisance respiratoire. Le médecin pensera à une complication. Fais ça proprement, personne ne doit te voir. Jean-Pierre a pris l'ampoule, sa main tremblait fortement. Je l'ai regardé et j'ai ressenti du dégoût. Je me suis recroquevillée dans le coin de l'armoire. J'ai essayé de retenir mon souffle, mais au fond de moi, je savais que j'étais au bord du gouffre. Si je me faisais prendre, je n'étais pas sûre de sortir vivante de cette maison. Claudia s'est levée, a remis son masque et a parlé comme si elle concluait une affaire. Quand tu auras fini, n'oublie pas le transfert. Je ne veux plus attendre. Jean-Pierre a hoché la tête rigidement, les yeux injectés de sang. Ils se sont dirigés vers la sortie. Mon cœur battait la chamade. J'attendais le moment où la porte s'ouvrirait. Je prévoyais de me glisser dehors après eux. Mais mon pied a accidentellement marché sur un morceau de plastique au fond de l'armoire. Crac! Le bruit était très léger, mais dans la pièce silencieuse, il a retenti comme un coup de feu. Jean-Pierre s'est immédiatement retourné. Sa voix était tranchante et froide. « Qui est là ?» J'ai retenu mon souffle. Tout mon corps s'est figé. Je savais que j'étais découverte. « Qui est là ?» La voix de Jean-Pierre sifflait comme une lame. Je retenais toujours mon souffle dans l'armoire, mais mon cœur battait si fort que je craignais que ces battements ne trahissent ma présence. Claudia, qui était déjà à la porte, a légèrement penché la tête sur le côté, comme un chat qui flaire quelque chose d'étrange. Jean-Pierre a reculé lentement. Son regard a balayé la pièce, puis il s'est dirigé droit vers l'armoire. Je savais que je n'avais nulle part où me cacher. Dès qu'il ouvrirait la porte, tout serait fini. La porte de l'armoire s'est ouverte. La lumière de la lampe m'a ébloui. Je n'ai eu que le temps de bondir, de pousser Jean-Pierre de toutes mes forces et d'essayer de m'enfuir. Mais il était plus fort que je ne le pensais. Il a réussi à m'attraper par les cheveux, me tirant si fort que mon cuir chevelu me brûlait de douleur. « Maudite femme, tu nous écoutais, hein ?» a-t-il grogné, me secouant au point que j'ai failli tomber. J'ai essayé de me libérer, mais sa prise était comme de l'acier. Claudia se tenait derrière moi. Sa voix était douce, mais acérée. Chaque mot semblait distiller du poison. « Anne, ne sois pas si maligne. Les gens trop malins meurent jeunes. » Ils m'ont jeté contre le mur. Jean-Pierre s'est penché près de moi, son haleine sentait la cigarette. « Donne-moi le téléphone. » J'ai serré le téléphone contre ma poitrine et j'ai grogné mot par mot pour gagner du temps. « Benoît est au courant. Tu iras en prison. » Jean-Pierre a ri avec mépris. Un rire rauque. Je suis son père. Qu'oserait-il faire contre moi? Cette phrase a fait bouillir mon sang et glacer mes os en même temps. On n'ose commettre le mal que si l'on se croit au-dessus des lois. Claudia s'est approchée et m'a regardé comme un moustique. « Donne-le. » « Pourquoi le gardes-tu? Si tu étais tu, c'est toi qui en pâtiras. » J'ai rapidement jeté un coup d'œil vers la porte. La seule issue était de faire du bruit dehors pour attirer l'attention des autres. Mais Jean-Pierre me tenait toujours par les cheveux. Si je me débattais, le téléphone pourrait tomber. Les preuves seraient perdues, et je pourrais être battue ici jusqu'à l'évanouissement.
Je devais changer de tactique. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai essayé de faire trembler ma voix de peur, comme si je me rendais. D'accord, je vous le donne. Mais je vous en supplie, Jean-Pierre, ne faites plus de mal à votre femme. Tout en parlant, j'ai relâché ma prise sur le téléphone, comme si j'allais le lâcher. Jean-Pierre a plissé les yeux. Il était encore méfiant. Mais il savourait clairement le sentiment de m'avoir vaincu. Il a tiré encore plus fort sur mes cheveux. Si tu veux encore vivre, donne-le-moi. À cet instant, j'ai profité de ces brèves 5 secondes. Mon doigt a glissé sur le bouton d'envoi que j'avais préparé. J'ai envoyé tous les enregistrements vocaux et les photos contenant les preuves à Benoît et à Esther. Le téléphone a vibré légèrement. Sur l'écran, le mot « envoyé » est apparu. Mon cœur avait l'impression d'exploser, mais j'ai gardé une expression de panique, comme si de rien n'était. Jean-Pierre m'a arraché le téléphone des mains, a regardé l'écran et a compris ce que je venais de faire. Ses yeux se sont agrandis. « Salope !» a-t-il grogné, avant de jeter le téléphone contre le sol carrelé. Le choc a été assourdissant. Par réflexe, je me suis penchée pour le ramasser, mais une autre gifle a claqué sur ma joue, me faisant vaciller. Mon visage me brûlait, mes yeux me piquaient. Claudia s'est penchée à mon oreille et a chuchoté comme si elle y versait du poison. « Demain, à l'hôpital, je m'occuperai de Marguerite. Et pour toi ? Je créerai un scandale d'adultère pour que Benoît te chasse lui-même. Alors tu auras beau crier, personne ne te croira. » Je me suis mordu fortement la lèvre pour ne pas pleurer. Non pas de douleur, mais d'humiliation. J'ai regardé Claudia et j'ai souri froidement. Mes mots sont sortis comme une fine lame. « Vous vous prenez pour une réalisatrice de cinéma ? Même les réalisateurs peuvent se faire prendre ?» Claudia a été surprise. La fureur a brillé dans ses yeux. Jean-Pierre a levé la main pour m'attraper par le col. Mais j'ai réussi à l'esquiver. J'ai couru droit vers la porte de la chambre, traversant le salon. Jean-Pierre était sur mes talons. Ses pas étaient lourds. En courant, j'ai crié. Pas un cri de panique insensé, mais un cri qui pousse les gens à ouvrir leurs portes. « Au secours ! Madame Dubois, au secours !» Notre voisine était Madame Dubois, une dame d'âge mûr qui veillait souvent tard et qui détestait l'injustice. J'ai couru vers sa maison et j'ai frappé à sa porte aussi fort que possible, pleurant et criant pour que toute la rue entende. « Madame Dubois, s'il vous plaît, mon beau-père veut tuer ma belle-mère. Il a apporté des médicaments, une seringue. Aidez-moi, s'il vous plaît. » La porte s'est ouverte. Madame Dubois m'a regardée, choquée, puis a vu Jean-Pierre qui se précipitait vers moi. « Mon Dieu, que se passe-t-il chez vous ?» a-t-elle dit en me tirant à l'intérieur. Haletante, tremblante, je me tenais derrière elle, essayant de parler de manière compréhensible. « Madame Dubois, j'ai des preuves. Lui et une femme nommée Claudia prévoient d'aller à l'hôpital ce soir pour en finir avec ma mère. » J'ai parlé délibérément assez fort. J'ai entendu quelques portes de voisins s'ouvrir, des bruits de pas, et des gens demandant ce qui s'était passé. Je savais que j'avais réussi à faire le plus important, apporter la lumière dans ce coin sombre qu'il voulait cacher. Jean-Pierre se tenait devant le portail de Madame Dubois. Son visage était violet de colère. Il n'osait pas entrer, car il y avait maintenant des témoins. Claudia est également apparue à la porte de ma maison, se cachant derrière le portail. Son regard semblait vouloir me dévorer vivante. Madame Dubois a pointé le doigt sur lui. Sa voix était forte. « Jean-Pierre, essaye de faire un pas de plus. J'appelle la gendarmerie immédiatement. Ta belle-fille s'est réfugiée ici pour demander de l'aide. Qu'est-ce que tu veux lui faire ?» Jean-Pierre a grogné. « C'est une affaire de famille. Je suis juste en train de discipliner ma belle-fille. » Madame Dubois l'a toisé. « La discipliner ? En la giflant jusqu'à ce que sa joue soit aussi rouge ? La discipliner en l'entendant hurler que tu veux tuer ta femme ?» Toute la rue a commencé à chuchoter. Jean-Pierre est resté silencieux quelques secondes, puis est parti en jurant. J'ai emprunté le téléphone de Madame Dubois et j'ai immédiatement appelé Benoît. Ma main tremblait, mais ma voix était ferme. « Benoît, j'ai réussi à tout envoyer. Mon téléphone est cassé. Ton père et Claudia veulent en finir avec ta mère ce soir à l'hôpital. » Il y a eu un instant de silence à l'autre bout du fil, puis Benoît a pris une inspiration rapide. Sa voix était rauque. Je les ai déjà reçus. J'ai entendu dans sa voix comme s'il venait de remporter une grande victoire. « Où es-tu » J'ai répondu. « Chez Madame Dubois. » « Reste. Reste à l'hôpital, Benoît. Ne rentre pas. Verrouille la porte de la chambre de ta mère. » Au même moment, à l'hôpital, le téléphone de Benoît vibrait sans cesse à cause des fichiers que j'avais envoyés. Il l'a ouvert,
à regarder les enregistrements vocaux et les photos. Je peux imaginer son visage pâle, la douleur, mais aussi la révélation. Et il n'a dit qu'une seule phrase au médecin, une phrase qui a décidé du sort de sa mère. « S'il vous plaît, fermez à clé la chambre de ma mère. Quelqu'un va essayer de lui faire du mal ce soir. » Assise chez Madame Dubois, mes oreilles bourdonnaient encore du bruit du téléphone brisé. Ma joue était encore chaude de la gifle, mais mon esprit était extraordinairement clair. J'ai compris une chose très clairement. Si ce soir, j'avais eu ne serait-ce qu'un pas de retard, ma belle-mère n'aurait plus eu aucune chance. J'ai pris la main de Madame Dubois, et j'ai parlé comme si je la suppliais et la priais en même temps. « Madame Dubois, je dois aller à l'hôpital tout de suite. Je crains qu'il soit vraiment capable de tout. » Madame Dubois a regardé mon visage, a vu la marque rouge, puis a serré les dents. « Vas-y. S'il y a le moindre problème, je rameute tous les voisins. Je ne laisserai pas des gens comme ça s'en tirer. » J'ai hoché la tête, j'ai emprunté son manteau, j'ai mis la capuche sur ma tête pour ne pas être reconnue dans la rue, puis j'ai cherché un taxi et je me suis précipitée à l'hôpital. En chemin, j'ai rappelé Benoît avec le numéro de Madame Dubois. Il a décroché immédiatement. Il haletait, sa voix était rauque, comme s'il venait de courir. « Tu es en route ?» J'ai parlé vite. « Oui, tu as bien reçu les fichiers ?» Benoît a répondu par une phrase qui m'a glacé le sang. « Oui, je viens de dire au médecin de verrouiller la porte de la chambre de maman. Personne ne peut entrer sans mon autorisation. » J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de rester calme. « Ne bouge pas de devant la porte. Claudia pourrait se faire passer pour un membre de la famille. » Benoît est resté silencieux un instant, puis a dit d'une voix ferme « Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, celui qui osera s'approcher de ma mère, je ne serai plus indulgent. » Quand je suis arrivée à l'hôpital, le couloir des urgences était baigné de lumière. L'odeur de désinfectant était entêtante. En courant, j'ai regardé autour de moi. Et j'avais l'impression que des centaines d'yeux me fixaient. Benoît se tenait exactement devant la porte de la chambre de sa mère. Le dos contre le mur, les deux bras croisés. Son visage était tendu. Quand il m'a vu, il s'est avancé. Ses yeux se sont fixés sur la marque rouge de ma joue. Ses lèvres ont légèrement tremblé, mais il n'a rien demandé. Il m'a juste serré la main très fort, comme pour me donner de la force. J'ai chuchoté « Je vais bien. »« Comment va maman ?» Benoît a répondu brièvement. Les médecins la surveillent, mais cette nuit est décisive. Avant même que je puisse me sentir soulagée, j'ai vu, au bout du couloir, une femme mince, portant un chapeau et un masque. Dans sa main, un sac à main d'une taille suspecte. Elle marchait vite, non pas comme une visiteuse inquiète, mais comme quelqu'un qui veut se faufiler devant le poste de garde avant que quiconque ne la remarque. Je l'ai immédiatement reconnue. Bien que son visage soit couvert, sa démarche et la façon dont ses yeux balayaient les alentours étaient exactement celles de Claudia. Mon sang s'est glacé. J'ai attrapé le bras de Benoît et j'ai chuchoté très bas. « C'est elle. » Benoît a regardé dans sa direction, ses yeux se sont assombris. Claudia s'est approchée de la porte et a essayé de rendre sa voix aussi douce que possible. « Excusez-moi, je voudrais voir Marguerite un instant. Je suis de la famille. » Je me suis avancée et je lui ai barré le passage. « Non !» ai-je dit, sans crier, mais assez fort pour que les gens autour entendent. « Qu'est-ce que vous voulez ici ?» Claudia m'a regardée. Une lueur de surprise a brillé un instant dans ses yeux, puis elle a rapidement retrouvé son calme. Ses lèvres se sont étirées en un sourire moqueur. « Je suis venue voir une parente. Et vous, qui êtes-vous pour me poser des questions ?» J'ai répondu « Je suis sa belle-fille, et je sais très bien qui vous êtes. » Claudia a ri cyniquement. « Une belle-fille ? Alors occupez-vous de vos affaires de belle-fille. Ne mettez pas votre nez dans les affaires des autres. » Benoît n'a pas attendu plus longtemps. Il s'est avancé et a arraché le sac des mains de Claudia. Claudia a crié « Qu'est-ce que vous faites ? Rendez-moi ça !» Benoît, sous les yeux de tous, a ouvert le sac. À l'intérieur, plusieurs petites ampoules, un kit de seringues encore emballé et une bouteille contenant un liquide sans étiquette. Dans tout le couloir, les gens ont retenu leur souffle. J'ai clairement entendu quelqu'un siffler « Mon Dieu, des seringues !» Le visage de Claudia a pâli un instant, puis elle a immédiatement essayé de récupérer son sac. Sa voix est devenue stridente. « Ce sont mes affaires. Je voulais donner des médicaments à ma parente. »« Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Benoît a grogné. « Quelle parente ? Qui êtes-vous pour apporter des seringues ici ?» À ce moment précis, la porte de l'ascenseur s'est ouverte. Jean-Pierre en est sorti. Il a regardé autour de lui, a vu le sac ouvert, a vu Claudia retenue.
Son visage a changé, puis il nous a immédiatement hurlé dessus, comme pour intimider tout le monde. « Quel scandale vous faites ici ?» Son cri était comme une attaque pour faire taire tout le monde. Mais cette fois, Benoît n'a pas reculé. Il s'est tenu droit. Sa voix tremblait, mais elle était forte. « C'est nous qui faisons le scandale? Ou c'est toi qui as créé les problèmes ?» Jean-Pierre a grogné. « Comment osais-tu parler ainsi à ton père ?» Je me suis avancée, j'ai pointé le doigt sur lui, et j'ai prononcé chaque mot clairement. « Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui faisons un scandale, Jean-Pierre. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes démasqué. » Les yeux de Jean-Pierre se sont agrandis. Sa voix était un sifflement. « Quelle bêtise vas-tu encore inventer ?» Je n'ai pas discuté. J'ai juste pris le téléphone de Benoît, j'ai ouvert l'enregistrement vocal que j'avais envoyé, et au milieu du couloir de l'hôpital, sous la lumière crue, je l'ai fait jouer. La voix de Claudia s'est fait entendre clairement. « Arrange-toi juste pour qu'elle parte tranquillement. Une fois l'affaire réglée et la maison à mon nom. » Puis la réponse glaciale de Jean-Pierre. « Tant que Marguerite ne peut pas parler, tout va bien. » Les phrases ont résonné. Plus personne ne pouvait m'accuser d'inventer des histoires. Le silence s'est fait. Quelques proches de patients présents ont mis la main devant leur bouche. Claudia s'est avancée pour prendre le téléphone, mais les agents de sécurité de l'hôpital l'avaient déjà maîtrisé. Jean-Pierre hurlait comme une bête acculée. « Éteins ça! Éteins ça tout de suite !» Il s'est rué vers moi pour me frapper à nouveau au milieu du couloir, mais Benoît a saisi le bras de son père. Les bras du père et du fils se sont crispés l'un contre l'autre un instant. Puis Benoît a prononcé une phrase dont je savais qu'il lui avait fallu toute une vie pour oser la dire. « Ne touche plus jamais à ma femme. » Jean-Pierre l'a fusillé du regard. « Tu protèges une étrangère plutôt que ton propre père ?» La voix de Benoît était rauque. « Je protège une personne qui essaie de sauver ma mère. » Cette phrase a eu l'effet d'une douche froide pour Jean-Pierre. Le médecin de garde et l'infirmière en chef se sont précipités. Les agents de sécurité ont maîtrisé Claudia. Claudia se débattait. Sa voix était stridente. « Vous n'avez aucun droit de me retenir ici. » L'infirmière en chef a répondu froidement. « Vous avez apporté des seringues et des médicaments sans étiquette dans une zone de soins intensifs, sans ordonnance médicale. Nous avons le droit de vous fouiller et d'appeler la gendarmerie. » En entendant le mot « gendarmerie », Claudia a cligné rapidement des yeux et a regardé Jean-Pierre comme pour demander de l'aide. Jean-Pierre, lui, ne pouvait plus hurler. Il se tenait là, rigide comme une statue, les yeux balayant de droite à gauche, cherchant une issue. Mais plus il regardait, plus il réalisait que les gens le regardaient différemment, avec horreur dans les yeux. Benoît a pris le médecin à part et a parlé rapidement. « Docteur, s'il vous plaît, fermez la chambre de ma mère. Je soupçonne qu'ils veulent lui injecter quelque chose dans sa perfusion. » Le médecin a immédiatement hoché la tête, faisant signe aux infirmières d'intensifier la surveillance et de verrouiller la liste des personnes autorisées à entrer. Je me tenais devant la porte de ma belle-mère. Mon cœur était agité. Je ne pouvais pas entrer trop longtemps, mais à travers la vitre, je voyais ma belle-mère allongée. Son corps mince, le respirateur clignotant. Je me suis mordu la lèvre et je me suis promis. « Maman, je suis là. Je ne laisserai plus personne te toucher. » À peine quelques minutes plus tard, les gendarmes de service à l'hôpital sont arrivés. Ils ont demandé des informations sur place, ont dressé un procès-verbal de l'incident. Ils ont saisi les seringues et les médicaments non autorisés et ont pris des mesures concernant le trouble à l'ordre public. Ils ont également demandé que les preuves contenues dans le sac soient conservées. Claudia a essayé de se défendre. « J'ai juste apporté des vitamines. Je connais les médecins. » Mais ses paroles semblaient faibles face aux preuves. Jean-Pierre a tenté d'intervenir et d'utiliser son statut de mari pour faire pression. Mais le gendarme n'a posé qu'une seule question. « Comment expliquez-vous cet enregistrement vocal ?» Jean-Pierre s'est tu. Je l'ai regardé, et pour la première fois, l'autorité de mon beau-père s'est fissurée. Non pas parce que nous l'avions contredit, mais parce que sa vérité était exposée au milieu d'un couloir d'hôpital bien éclairé, et qu'il ne pouvait plus la cacher. Cette nuit-là, je me tenais à côté de Benoît. Ma main tremblait encore, mais dans mon cœur, je ressentais de la douleur et de la détermination. Nous avions réussi à arrêter un couteau juste devant la poitrine de sa mère. Mais j'ai aussi compris qu'au-delà de cette porte, le combat était entré dans une phase d'où il n'y avait plus de retour possible. Après l'intervention des gendarmes, tout s'est passé si vite que je me sentais comme au milieu d'une tornade. Claudia a été assise sur les chaises de la salle d'attente. Le sac et les médicaments qu'il contenait ont été temporairement scellés. Jean-Pierre essayait de garder son calme, mais ce n'était plus le calme d'un homme confiant, mais celui de quelqu'un qui s'accroche aux derniers vestiges de son autorité déchue.
La gendarmerie a fermement demandé à toutes les personnes impliquées de se rendre au poste de l'hôpital pour déposer leur déposition. C'est un espace de santé. On ne peut pas faire de bruit ici. Benoît m'a jeté un regard, puis s'est tenu très près de moi, comme s'il craignait qu'en s'éloignant ne serait-ce qu'un peu, on me frappe à nouveau. Je n'ai rien dit, je l'ai juste suivi. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était beaucoup plus clair qu'auparavant. Le poste de police se trouvait au bout du couloir. La lumière était plus faible, l'atmosphère plus froide. Il y avait un gendarme, un agent de sécurité, l'infirmière en chef, le médecin de garde et quelques témoins. Claudia essayait toujours d'être arrogante. Ses yeux s'agitaient parfois frénétiquement, cherchant une échappatoire. Jean-Pierre était assis droit, les mains posées sur ses genoux, essayant de maintenir son image de chef de famille. Quand le gendarme a commencé à poser des questions, il a été le premier à parler fort, comme pour dominer la pièce. « Je suis son mari. Je m'occupe d'elle. Qu'y a-t-il de mal à cela? Vous avez cru les paroles de ma belle-fille, et vous avez fait tout un scandale. » En parlant, il m'a jeté un regard qui disait « Fais attention à toi. » Je n'ai pas reculé. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai parlé clairement, brièvement, sans crier. S'occuper de quelqu'un ne signifie pas mélanger des médicaments illégaux, faire des injections en secret et signer une assurance vie dans le dos de sa femme. Jean-Pierre a été choqué. Claudia s'est figée aussi, comme si elle ne croyait pas que j'oserais dire une chose pareille devant les gendarmes. Le gendarme a levé la tête. « Une assurance vie? Avez-vous des preuves de cela ?» J'ai hoché la tête. Ma main tremblait encore un peu, mais ma voix était ferme. J'ai la photo de la police d'assurance, le numéro de police, la date de signature et le nom du bénéficiaire. J'ai ouvert le téléphone de Benoît et j'ai montré les photos que j'avais prises dans la chambre de Jean-Pierre. Les mots froids sur le papier sont apparus clairement. Le bénéficiaire était bien Jean-Pierre. Jean-Pierre a bondi de sa chaise comme s'il avait reçu une décharge électrique. « Tu es entré dans ma chambre, tu as fouillé mes affaires. » J'ai répondu immédiatement. « J'ai fouillé pour sauver votre femme. Si je ne l'avais pas fait, ma belle-mère serait-elle encore en vie ?» Jean-Pierre a grogné. « Tu es vraiment une destructrice de famille. » Le gendarme a tapoté la table avec son stylo, l'appelant au silence, puis il en est venu aux médicaments et à la seringue dans le sac. « Madame Claudia, comment expliquez-vous cela ?» Claudia a immédiatement adouci son ton. « Moi, je suis juste une parente. J'ai entendu que Marguerite était gravement malade. Alors je lui ai apporté des vitamines. Je ne lui ai fait aucune injection. En entendant cela, j'ai eu envie de rire. Quelle vitamine arrive avec une seringue? Avant même que je puisse parler, le médecin de garde est intervenu, la voix sérieuse. Toute intervention sur une tubulure de perfusion doit se faire sur ordre médical. L'introduction par un tiers d'une seringue et d'un médicament sans étiquette dans une unité de soins intensifs est extrêmement dangereuse. Le gendarme a regardé Claudia. « Avez-vous une preuve que vous êtes une professionnelle de la santé ?» Claudia s'est tue. Elle a jeté un regard suppliant à Jean-Pierre. À ce moment, Benoît s'est levé. On voyait que ses mains tremblaient, mais il a prononcé chaque mot comme s'il enfonçait un clou. Lentement, mais avec poids. « Papa, je t'ai fait confiance. Mais tu as voulu tuer ma mère. » Toute la pièce est devenue silencieuse. Jean-Pierre a regardé son fils, les yeux agrandis. « De quoi parles-tu » Benoît a répété, la voix brisée. « Je l'ai vue de mes propres yeux, verser de la poudre dans sa bouillie et la forcer à la manger. Je t'ai aussi vu apporter une seringue en secret dans sa chambre. Tu as même essayé de forcer ma femme à signer une procuration te donnant plein pouvoir sur le traitement de ma main. Tu crois que je suis aveugle ?» Jean-Pierre a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses mots de déni semblaient coincés dans sa gorge. Claudia, voyant Jean-Pierre acculé, a immédiatement changé de cap et a rejeté toute la faute sur lui. Sa voix était stridente. « On m'a juste donné des ordres. Il m'a dit que Marguerite connaissait un secret de son passé et qu'il fallait la faire taire. Moi, j'avais peur de lui. » Cette phrase a eu l'effet d'une pierre jetée dans une eau calme. Tout le monde dans la pièce s'est regardé. Le visage de Jean-Pierre est devenu livide. Il s'est avancé pour fermer la bouche de Claudia, tout en grognant. « Tais-toi !» C'est précisément cette réaction qui a rendu l'expression « secret du passé » plus crédible que toute autre explication. Les gendarmes ont maîtrisé Jean-Pierre, l'ont fait rasseoir, puis sont passés aux questions sur l'argent et le mobile. J'ai montré les relevés de virement au nom de Claudia que j'avais photographiés, ainsi que la reconnaissance de dette des usuriers. Le gendarme prenait des notes en continu. Claudia ne pouvait plus être arrogante, mais elle essayait constamment d'entraîner Jean-Pierre avec elle pour se sauver. Pendant ce temps, Jean-Pierre essayait de maintenir son image de chef de famille.
Mais plus il parlait, plus sa panique devenait évidente. Parfois il disait « Ma femme était malade. Je me suis occupé d'elle. » Parfois il éclatait de colère. D'où serait venu l'argent pour les factures d'hôpital? Parfois il m'accusait d'avoir provoqué mon mari. Parfois il grondait Benoît. « Tu écoutes trop ta femme. » Les gendarmes ont demandé au médecin de garde de confirmer une fois de plus la dangerosité du médicament trouvé dans le sac de Claudia. Il a été direct. Si cela était administré dans la perfusion, alors que la patiente souffre déjà d'une défaillance multiviscérale, le risque d'insuffisance respiratoire aiguë est très élevé et peut être fatal. En entendant le mot fatal, Benoît a baissé profondément la tête. Ses 2 épaules tremblaient. Je lui ai touché le bras, mais mes propres yeux me brûlaient. Le gendarme m'a regardé. « Vous avez les enregistrements vocaux ?» J'ai hoché la tête. J'ai ouvert le fichier que j'avais copié de l'enregistreur et je l'ai fait jouer, précisément à la partie où Claudia disait « Arrange-toi juste pour qu'elle parte tranquillement. » Et Jean-Pierre répondait glacialement « Tant que Marguerite ne peut pas parler, tout va bien. » La voix a résonné dans la petite pièce. Chaque mot était clairement audible. Toute la force semblait avoir quitté Jean-Pierre. Son visage est passé du rouge au pâle, puis au gris cendre. Il n'osait plus nous regarder droit dans les yeux. Je l'ai regardé, mon cœur à la fois triste et froid. J'ai parlé lentement, non pas pour l'offenser, mais pour clore un chapitre dans mon cœur. Vous avez dit un jour que l'honneur de la famille était important, n'est-ce pas? Aujourd'hui, cet honneur, c'est vous-même qui l'avez traîné dans la boue. Jean-Pierre a prononcé une seule phrase faible. Moi, je voulais juste. Mais il n'a pas pu finir, car tout était là, étalé sur la table. Vidéo, enregistrement vocal, médicaments, seringues, assurance-vie, reconnaissance de dette. Finalement, la gendarmerie a annoncé la décision. Placement en garde à vue temporaire de Jean-Pierre et Claudia pour complément d'enquête, en collaboration avec l'hôpital pour la protection de la patiente et la collecte de preuves supplémentaires. Claudia s'est mise à pleurer, tout en jurant. « C'est de ta faute. C'est toi qui m'as entraîné là-dedans. » Jean-Pierre ne jurait plus. Il était juste affalé sur sa chaise, les yeux vides. Être que pour la première fois de sa vie, il réalisait que le pouvoir sur lequel il s'était appuyé toute sa vie ne pouvait plus le sauver. Benoît est tombé à genoux et a couvert son visage de ses 2 mains. Je me tenais à côté de lui, sans pleurer. J'ai juste senti quelque chose se fissurer très doucement dans mon cœur, le bruit d'un toit qui s'effondre. Et j'ai su qu'à partir de cet instant, que ma belle-mère survive ou non, cette famille ne serait plus jamais la même. Après l'interrogatoire tendu à l'hôpital, Jean-Pierre et Claudia ont été emmenés pour de plus amples investigations. Benoît et moi sommes retournés dans le couloir et nous sommes arrêtés devant la porte de l'unité de soins intensifs. À travers la vitre, nous voyons ma belle-mère, immobile, entourée de machines qui bipaient régulièrement. C'est seulement à ce moment que j'ai senti que mes jambes allaient vraiment me lâcher. Auparavant, l'adrénaline, la peur et la colère m'avaient porté. Maintenant que la menace immédiate était écartée, mon corps réalisait à quel point il était épuisé. Benoît se tenait à côté de moi. Il a posé sa main sur la vitre, comme pour toucher sa mère. Sa voix était rauque. « Maman, je suis là. » Je n'osais prononcer aucune parole de réconfort, car tout aurait semblé creux. Je suis juste restée à côté de lui, respirant le plus silencieusement possible, comme si un soupir trop fort aurait pu briser le mince fil qui retenait la vie de sa mère. Le lendemain matin, la gendarmerie nous a de nouveau convoqués pour un interrogatoire. Je pensais qu'ils allaient simplement nous demander plus de détails sur l'enregistrement vocal, la vidéo et les papiers d'assurance. Mais quand l'enquêteur a dit « Nous avons besoin de votre coopération pour ouvrir les dossiers médicaux de l'AVC de Madame Marguerite il y a 4 ans », j'ai été stupéfaite. J'ai regardé Benoît. Son visage était devenu complètement blanc. Il y a 4 ans, le jour où ma belle-mère s'est effondrée, le jour où toute la famille a paniqué. Je m'en souvenais encore clairement. J'avais toujours cru que c'était un simple AVC, un risque pour les personnes âgées. Mais maintenant, la phrase « rouvrir les dossiers médicaux » a ouvert une porte sombre dans laquelle je n'avais jamais osé entrer. L'enquêteur nous a montré quelques notes antérieures, la date d'admission, les symptômes, les médicaments administrés. Puis il a dit ouvertement « Il y a des choses qui ne collent pas. Nous avons convoqué le médecin traitant présumé de l'époque pour qu'il témoigne. » Quelques heures plus tard, un médecin âgé est arrivé. Il a longuement regardé le dossier médical, puis a soupiré. Sa voix était basse, mais lourde. Je ne peux pas l'affirmer avec une certitude de 100%, mais il y a effectivement des étrangetés dans ce cas. Avant l'AVC,
La patiente a connu une longue période de fatigue, de perte de poids, de vertige, et ses tests de fonction hépatique et rénale n'étaient pas bons. Si, à cette époque, la patiente avait constamment pris des médicaments surdosés ou d'origine inconnue, le risque d'AVC aurait été multiplié. En entendant cela, un frisson m'a parcouru l'échine. Des médicaments. Encore des médicaments. Je me suis soudain souvenu des flacons de plantes sans étiquette, des petits sachets de poudre blanche, de ces fois où Jean-Pierre apportait lui-même la bouillie dans la chambre, de ces moments où il m'écartait en disant « Je m'en occupe ». Au cours des 4 dernières années, j'avais toujours cru qu'il était juste strict et autoritaire. Mais si ces choses ne se sont pas produites que récemment, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifiait que ma belle-mère n'était pas seulement empoisonnée depuis quelques mois. Il était possible qu'elle ait été mise à terre bien plus tôt. Benoît s'est effondré sur la chaise devant les gendarmes. Il se tordait les mains si fort que ses jointures sont devenues blanches. D'une voix à peine audible, il a demandé « Docteur, vous voulez dire que ma mère était déjà empoisonnée à l'époque ?» Le médecin n'a pas dit ouvertement « empoisonnée ». Il a juste prononcé une phrase qui a coupé le souffle à tout le monde. Si quelqu'un administre intentionnellement des substances inappropriées à faible dose, mais sur une longue période, l'effet s'accumule avec le temps. Et à un moment donné, l'organisme s'effondre. Ma gorge s'est asséchée. La chose la plus effrayante au monde n'est pas le coup qui tue instantanément, mais quelque chose qui détruit lentement. Laisser la victime mourir en silence, pendant que l'agresseur lève les mains en disant « C'était juste une maladie ». En fin d'après-midi, l'enquêteur nous a informé que Claudia avait commencé à parler pour alléger sa peine, et sa déposition a eu l'effet de nous plonger, Benoît et moi, au fond de l'océan. Claudia, d'une voix encore agacée, a dit « Marguerite savait que Jean-Pierre avait poussé Louis dans la Seine. C'est pour ça qu'il fallait la faire taire. D'abord il l'a juste menacée, plus tard il lui a donné des médicaments. En entendant le nom de Louis, mes oreilles ont sifflé. Il s'est avéré que les paroles de Claudia dans la chambre de Jean-Pierre n'étaient pas que des menaces en l'air. C'était un vrai secret, et ma belle-mère le connaissait. Je me suis souvenu de mes premières années de belle-fille. Quand je changeais ma belle-mère, combien de fois m'a-t-elle regardé longuement? Son regard était lourd, comme si elle voulait me dire quelque chose. Une fois, elle a essayé de taper rythmiquement avec son doigt sur le bord du lit, comme pour donner un signal. Mais à l'époque, j'ai cru qu'elle était juste agitée par la douleur. Un autre jour, alors que je la nourrissais, elle a regardé le bol de bouillie, puis moi, et ses yeux se sont remplis de larmes. Je me suis même sentie coupable. Je pensais qu'elle était peu, être triste. Maintenant je comprenais. Elle avait être peur. Peur parce qu'elle savait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû savoir. Peur parce qu'il y avait quelqu'un à la maison qui ne voulait pas qu'elle ouvre la bouche. Donc, tant qu'elle vivait, elle représentait un danger constant pour lui. Benoît, après avoir entendu cette déposition, s'est levé et a frappé le mur du couloir de toutes ses forces. Sa main saignait, mais il n'a pas crié de douleur. Il a juste prononcé une phrase déchirante. « Mon père a détruit ma mère il y a 4 ans déjà. Je l'ai retenu à la hâte, de peur qu'il ne fasse quelque chose d'irréfléchi. Mais je tremblais aussi. Avoir le cœur brisé pour sa belle-mère est une chose. Mais la douleur de Benoît était bien plus grande. Qui au monde pourrait accepter le fait que son propre père biologique ait poussé sa mère vers la mort pendant des années? Tard dans la soirée, la gendarmerie nous a fait écouter une partie de la déposition de Jean-Pierre. Au début, il était encore dur, essayant de nier. Mais lorsqu'il a été confronté à la vidéo, à l'enregistrement vocal, à l'assurance vie, aux reconnaissances de dette et à la déposition de Claudia, il s'est effondré. Il a crié, la voix rauque. Chaque mot était comme s'il crachait du sang. Je voulais juste la paix. Elle connaissait le secret. Je n'ai rien fait. Je voulais juste qu'elle se taise. En entendant le mot se taise, j'ai sursauté. Quel mari veut à tout prix faire taire sa femme, sauf si c'est parce que sa femme est au courant d'un crime? J'ai regardé Benoît. Il ne pleurait plus. Ses yeux étaient rouges, mais secs comme le désert. Il a juste secoué la tête très lentement et a dit « Donc, ces 4 dernières années, maman n'a pas seulement supporté la douleur de la maladie, mais elle a dû supporter que son propre mari planifie sa mort. » Mon cœur s'est senti comme s'il était en miettes. L'enquêteur a résumé avec une phrase qui a changé toute l'histoire. « Nous rouvrons l'enquête sur la mort de M. Louis il y a quelques années. Si nous trouvons des preuves de crime, d'autres chefs d'accusation seront ajoutés. » Je suis restée assise en silence. À ce stade, il ne s'agissait plus seulement d'une femme empoisonnée pour une maison, ni seulement d'infidélité. C'était une longue série de crimes
qui s'étaient accumulés comme de la vase noire. Et ma belle-mère était celle qui avait été enterrée vivante dans sa propre maison pendant 4 ans. Cette nuit-là, Benoît et moi nous sommes de nouveau tenus devant la porte de l'unité de soins intensifs. À travers la vitre, j'ai regardé ma belle-mère. J'ai vu ses yeux fermés, son visage si paisible, comme si elle dormait simplement. Je me suis promis. Maman, je ne sais pas combien de peur tu as dû ravaler ces 4 dernières années, mais je te promets que je ne laisserai pas la vérité être à nouveau enterrée. Les jours suivants, j'ai vécu dans un état second. Le jour, je faisais la navette entre l'hôpital, la gendarmerie, les papiers pour les examens complémentaires et la gestion des anciens dossiers médicaux. La nuit, dès que je m'allongeais, mon esprit était immédiatement assailli par le bruit du plastique qui craque dans l'armoire, par la phrase « juste une injection de plus et c'est fini », et par le regard de ma belle-mère, comme si elle voulait me transmettre un dernier message. Benoît était différent. Il ne montrait plus ses émotions. Il était devenu silencieux, ne parlait pas beaucoup, mais je savais qu'un énorme rocher l'écrasait de l'intérieur. Le père est le père, mais la mère est aussi la mère. Et dans cette histoire, ces 2 mots se trouvaient de part et d'autre d'une ligne de démarcation, comme si le destin s'était délibérément joué de lui. Un après-midi, la gendarmerie nous a convoqués pour régler quelques formalités avant que l'affaire ne soit transmise pour une mise en détention provisoire. Je pensais qu'il fallait juste signer le procès-verbal et confirmer les dépositions. Mais l'enquêteur a dit « Jean-Pierre veut vous voir pendant 5 minutes. » Dans une pièce surveillée, j'ai regardé Benoît. Il est resté silencieux. Je savais qu'il ne voulait pas le rencontrer, mais il a finalement hoché la tête très lentement, comme quelqu'un qui entre dans une pièce sombre en sachant qu'elle recèle quelque chose qu'il ne veut pas voir. On nous a conduits dans une petite pièce avec une table et 2 chaises. Jean-Pierre a été amené ensuite. En quelques jours seulement, son apparence avait complètement changé. Son visage était creusé, ses cheveux en désordre, ses épaules affaissées. Mais ce qui était effrayant, c'est que ses yeux conservaient encore un reste d'obstination, comme un homme qui ne veut toujours pas admettre sa faute, mais regrette seulement de s'être fait prendre. Il a regardé Benoît, puis moi. Ses lèvres ont bougé plusieurs fois, puis il est soudainement tombé à genoux. Le bruit sourd de ses genoux heurtant le sol. J'ai été choquée. Benoît s'est aussi figé. Jean-Pierre pleurait. Ses larmes coulaient. Sa voix était brisée, comme s'il était sincère. Benoît, mon fils. Je n'en croyais pas mes yeux. L'homme qui, jusqu'à présent, ne savait que crier, opprimé et jurer, était maintenant à genoux et pleurait. Pendant un instant, j'ai même pensé qu'il regrettait peu, être vraiment. Peu, être qu'il se souvenait enfin que la femme à l'hôpital était sa femme. Mais alors que mon cœur commençait à s'adoucir, la phrase suivante qui est sortie de sa bouche m'a frappé plus froidement qu'un couteau. « Benoît, retire ta plainte, mon fils. Je suis ton père. » Le corps entier de Benoît a semblé tressaillir. Pendant quelques secondes, il est resté immobile, retenant sa respiration, puis il a ri d'un rire rauque. Pas un rire joyeux, mais un rire blessé. « Alors, tu ne penses encore qu'à toi. » Jean-Pierre a rampé un peu en avant en pleurant, joignant les mains. Sa voix était suppliante. « J'ai fait une erreur, mon fils. J'ai dérapé. Retire ta plainte. D'accord ? Ensuite, je rentrerai à la maison, et je m'occuperai de ta mère. Je te le promets. » En entendant le mot « m'occuper », j'ai eu envie de rire. Comment t'en occuperas-tu ? Avec de la poudre blanche, une seringue, une assurance-vie ? Benoît a regardé son père. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était extraordinairement calme. Chaque mot est tombé comme une pierre. « Tu es mon père, mais ma mère, c'est ma vie. » En entendant cette phrase, un frisson m'a parcouru. Non pas de peur, mais parce que j'avais l'impression qu'une nouvelle frontière venait d'être tracée, une ligne claire et infranchissable. Jean-Pierre a ouvert la bouche, comme s'il ne croyait pas que son fils oserait dire une telle chose. Il a grogné. « Tu protèges une étrangère plutôt que ton propre père ?» Benoît a répondu immédiatement, sans hésitation. « Non, je protège ma mère et la vérité. » Jean-Pierre s'est tourné vers moi. Ses yeux flambaient. Les larmes qui coulaient un instant plus tôt s'étaient soudainement taries, remplacées par la haine familière. « Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui as détruit cette maison. Si tu n'avais pas mis ton nez là, dedans, tout irait bien. » Je l'ai regardé. Je n'avais plus peur. Ma peur avait été consumée par ces gifles, ces menaces, et ces nuits où ma belle-mère suffoquait. J'ai répondu très calmement, car le calme est le plus grand coup pour ceux qui aiment opprimer les autres. Ce n'est pas moi qui ai détruit cette maison. C'est vous qui vous êtes détruit vous-même. Le jour où vous avez considéré la vie humaine comme une chose que l'on peut échanger contre de l'argent. Jean-Pierre a voulu jurer à nouveau,
Mais l'agent de surveillance a frappé à la porte, indiquant que le temps était écoulé. Jean-Pierre, pressé, a de nouveau changé de ton et a essayé de prendre la main de Benoît. « Mon fils, je t'en supplie, mon fils. Si je vais en prison, tu perdras ton père. Les gens se moqueront de toi. » Benoît a retiré sa main, la voix brisée, mais sans reculer. « Si les gens se moquent de moi, je peux l'accepter. Mais que ma mère meure parce que je me suis tue, ça, je ne peux pas l'accepter. » À ce moment précis, un cri strident s'est fait entendre du couloir. Claudia était conduite par là et nous a vus dans la pièce. Elle a hurlé comme une folle. « Tout ça, c'est pour l'argent. Ne jouez pas les saints. Sans argent, de quoi vivriez-vous » Sa voix était pleine de haine et de désespoir, comme si elle voulait entraîner le monde entier dans la boue pour que personne ne puisse se tenir plus haut qu'elle. Je me suis tenue droite et je l'ai regardée à travers la porte vitrée. J'ai parlé assez fort pour qu'elle entende, mais sans crier. L'argent peut acheter une maison, mais pas une conscience. Claudia est restée silencieuse un instant, puis a ri cyniquement. Une conscience ? Est-ce que ça se mange ? Je n'ai pas répondu, car il y a des questions auxquelles il ne faut pas répondre. Il suffit de les vivre. Le temps donnera la réponse. Les gendarmes sont entrés et ont demandé de mettre fin à la rencontre. Jean-Pierre a été relevé. Il s'est un peu débattu, les yeux rouges. On ne savait pas si c'était de remords ou de haine. Il a jeté un dernier regard à Benoît. Son regard n'avait plus le pouvoir du père, ni l'arrogance du chef de famille. Il ne restait que le vide et le désespoir, comme quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a brûlé le pont derrière lui. Jean-Pierre a été emmené. Claudia a été conduite par un autre chemin. Le couloir de l'hôpital a retrouvé son rythme normal, avec le bruit des pas et des annonces. Mais pour Benoît et moi, tous les sons semblaient lointains. Nous nous tenions en silence devant la porte de l'unité de soins intensifs. Plus de cris, de jurons ou de comédie. Il ne restait que le poids lourd de nos cœurs battant dans nos poitrines et une vérité douloureuse. Il y avait eu une supplication qui ne concernait pas le pardon, mais l'évasion de la punition. Et il y avait eu des larmes qui ne coulaient pas par amour pour les autres, mais par pitié pour soi-même. Cette nuit-là, après avoir déjoué le meurtre, ma belle-mère a été transférée dans une autre unité de soins intensifs. Le médecin nous a parlé très doucement, comme s'il craignait que chaque mot prononcé ne brise nos âmes. Nous ferons tout notre possible. Mais les lésions hépatiques et rénales sont déjà trop graves. Son organisme a enduré cela trop longtemps. En entendant « trop longtemps », mon cœur s'est serré. Il s'est avéré que ces 4 années clouées au lit n'étaient pas seulement le fardeau de la maladie, mais aussi le poids de la souffrance d'être lentement détruite, jour après jour, dans sa propre maison. Benoît se tenait à côté de moi, sans ciller, les lèvres serrées, comme s'il retenait quelque chose sur le point d'exploser. Je lui ai pris la main. Elle était glaciale. Aucun de nous ne pleurait. Peu. Être parce que nous comprenions tous les deux. Derrière la vitre, sa mère se battait pour chaque bouffée d'air, tandis que nous ne pouvions que rester dehors, impuissants. Les jours suivants, Benoît et moi nous sommes relayés à son chevet. Parfois, son ventre semblait plus plat après que les médecins aient drainé le liquide. En voyant ce petit soulagement, j'ai eu un instant d'espoir. Mais cet espoir était aussi fragile qu'une bougie dans le vent. La respiration de maman était toujours difficile, ses lèvres violettes, ses mains froides. Je regardais les chiffres clignoter sur le moniteur, j'écoutais le bip régulier, et je craignais qu'un jour ce son ne se transforme en une longue ligne droite, puis en silence. Un matin, alors que je lui essuyais le visage, maman Marguerite a soudainement ouvert lentement les yeux. Son regard n'était plus aussi confus qu'auparavant. Il était un peu plus clair, comme celui de quelqu'un qui vient de se réveiller d'un rêve très long et épuisant. Elle m'a regardé très longuement, si longuement que j'ai cru lui faire mal. Je lui ai chuchoté à la hâte. « Maman, quelque chose ne va pas ? J'appelle le médecin, d'accord ?» Maman n'a pas répondu. Seule sa main fine et tremblante s'est levée pour toucher la mienne. Puis elle l'a serrée très doucement, comme si elle avait peur de me faire mal, mais aussi peur que si elle la lâchait, elle disparaîtrait. Ses lèvres ont tremblé. Chaque mot qui est sorti de sa bouche semblait être tiré du plus profond de sa poitrine. « Ne hais personne. Ma petite, vise une bonne vie. » Je me suis figée. Ma gorge s'est nouée, mes yeux me brûlaient de larmes. J'étais sa belle-fille depuis des années. Il y a eu des moments où notre relation n'était pas parfaite. Il y a eu des malentendus dus à la fatigue. Il y a eu des moments où je lui en voulais de supporter silencieusement le despotisme de son mari. Mais à ce dernier instant, ce qu'elle m'a laissé, ce n'était pas la vengeance, ni la haine, ni le désir de représailles,
Mais ce vice une bonne vie. Une phrase si légère, et pourtant si lourde que je n'osais même plus respirer. Benoît est entré à ce moment-là. Il a vu sa mère ouvrir les yeux et s'est immédiatement agenouillé près du lit, s'inclinant profondément. Sa voix était brisée. « Maman, pardonne-moi. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. » J'ai vu ses épaules trembler, mais il essayait de retenir ses sanglots pour ne pas que sa mère panique. Ma belle-mère a lentement secoué la tête, comme pour dire « Ce n'est rien ». Puis elle a regardé Benoît une fois de plus longuement qu'elle ne m'avait regardé. Ce regard était comme la dernière caresse d'une mère à son enfant, plein d'amour et de compassion. Personne n'a eu le temps de dire autre chose. Soudain, le moniteur a commencé à émettre un son aigu et long. Un son fin et froid qui semblait couper toutes les conversations inachevées. La courbe qui montait et descendait sur l'écran s'est lentement aplatie. Les médecins et les infirmières se sont précipités à l'intérieur et nous ont fait sortir de la chambre. Benoît tenait le bord du lit, les yeux grands ouverts, incrédule. Je suis restée pétrifiée, les pieds comme cloués au sol. J'entendais les médecins se crier des ordres, le bruit de leurs pas pressés, le son des machines, mais tout semblait si lointain. Un vide immense s'est soudainement creusé dans ma poitrine. Quelques minutes plus tard, un médecin est sorti et a hoché la tête doucement. Plus besoin de mots. J'ai regardé Benoît. Il n'a pas crié. Il s'est juste effondré par terre, juste devant la porte de la chambre. Il a couvert son visage de ses deux mains. Le silence était effrayant. Le silence d'un homme qui vient de perdre sa mère et qui réalise qu'il l'a perdue de la manière la plus douloureuse qui soit, intentionnellement. Elle lui a été enlevée, juste au moment où il découvrait la vérité. L'enterrement a eu lieu sous une pluie fine, pas une averse torrentielle, juste une pluie continue, comme un pleur doux et silencieux. Benoît était agenouillé devant le cercueil de sa mère. Son dos était droit, mais ses épaules affaissées. Je me tenais à côté de lui, et, d'une main tremblante, j'ai allumé une bougie. En regardant la photo de la défunte, j'ai vraiment vu le visage de maman Marguerite tel qu'il était quand elle était en bonne santé. Ses yeux étaient calmes, ses lèvres esquissaient un léger sourire. Je me suis demandé, si ce jour-là, maman n'avait pas été poussée vers l'AVC, si ces 4 dernières années elle n'avait pas eu à vivre dans la peur, aurait-elle pu vivre encore quelques années en paix? Mais dans la vie, il n'y a pas de si. Dans la vie, il n'y a que ce qui s'est déjà passé et ce qu'il faut accepter. Quelques mois plus tard, le procès a eu lieu. Benoît et moi étions assis au dernier rang. Jean-Pierre et Claudia étaient sur le banc des accusés. Quand le procureur a lu l'acte d'accusation, chaque mot est tombé comme une pierre. Meurtre avec préméditation, coups et blessures ayant entraîné la mort, fraude à l'assurance. J'ai regardé Jean-Pierre. Il n'avait plus cette arrogance qu'il avait quand il hurlait à la maison. Il baissait la tête. Claudia essayait encore de se disputer, mais sa voix n'était plus stridente, juste paniquée et haletante. Quand le verdict a été prononcé, ils ont été emmenés. Il n'y a pas eu de drame, juste le cliquetis froid des menottes sur le sol. Je pensais que je serais satisfaite, mais non. À cet instant, mon cœur était empli d'un vide froid, car même si la loi avait puni les coupables, ma belle-mère ne reviendrait jamais. La justice est arrivée à temps pour fermer la porte du mal, mais elle n'est pas arrivée à temps pour garder quelqu'un qui avait déjà trop souffert. Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie devant la photo de maman. La petite flamme a vacillé, puis sa lumière s'est lentement fondue dans la pénombre de la pièce, comme un adieu silencieux. J'ai chuchoté si bas que moi seule pouvais l'entendre. Je n'ai pas pu faire en sorte que tu restes en vie, maman, mais j'ai protégé ta vérité.